moi, voilà, je suis ravi d'accueillir Arthur Guérin-Turc, qui, au nom de l'ENSAP et du laboratoire Pavé, pour cette conférence. C'était initialement une présentation de son travail de recherche aux chercheurs du laboratoire Pavé, et puis on s'est dit que ce serait plus intéressant de monter un peu en ampleur et de convoquer nos collègues. Je pense qu'il y a vraiment des enjeux pour les architectes, les paysagistes, les aménageurs. Je vais rapidement présenter Arthur et puis les grandes lignes de ta recherche, et puis ensuite je te donnerai la parole. Donc Arthur est doctorant en géographie à l'Université de Lyon, laboratoire RIVE EVS, sous la direction d'Éric Charme. Éric Charme, c'est quelqu'un d'assez important dans les études urbaines. Il a beaucoup travaillé sur l'ancien monde rural, sur le périurbain aussi. Chercheur qui, à titre personnel, m'a beaucoup servi. Pardon, beaucoup servi. La thèse d'Arthur Guérin-Turc porte sur la forêt périurbaine française entre bien commun et bien club. Alors, ce bien club, tu pourras préciser peut-être, ça vient d'Éric Charme, hein, justement, cette notion de club, de clubisation. Ce travail de thèse porte en fait sur la gestion en bien commun de la forêt périurbaine française. Là aussi, d'emblée, on est dans la problématique qui intéresse cette recherche. C'est-à-dire que la forêt, elle s'est plus ou moins urbanisée par les contacts qu'elle nourrit avec des zones urbanisées. Avec, donc, dans ta recherche, un terrain privilégié qui est la Teste de Buch, au pied de la dune du Pilat, que vous connaissez sans doute. Et donc, ça, c'est ta thèse de doctorat, mais tu as été, c'est pour ça aussi que tu viens nous voir aujourd'hui, lauréat en 2023 d'une bourse POPSU. Je vais expliquer à peu près ensuite cet acronyme, après, pour celles et ceux qui ne connaissent pas si simple. Voilà, c'est le ministère de la Transition écologique et à ce titre, donc, tu coordonnes ce qu'on appelle une recherche-action. Ce n'est pas une recherche fondamentale, c'est une recherche qui est connectée à des processus d'aide à la décision, on peut le définir comme ça, donc avec des acteurs de terrain, qui s'appelle Habiter les cendres, la forêt girondine après l'incendie, en partenariat donc avec le département de la Gironde et l'UMR Passage de l'Université Bordeaux-Montaigne. Pour définir POPSU, donc qui est l'institution qui accueille cette recherche, l'acronyme signifie Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. En fait, on peut le définir comme une interface, une espèce de lieu de convergence entre la recherche et les acteurs de la gouvernance urbaine et territoriale. Oh, c'est ça. Donc, recherche-action. POPSU croise donc des savoirs scientifiques, des expertises opérationnelles pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions des villes et des territoires, notamment une partie de la recherche qui est consacrée aux petites villes, avec beaucoup d'enjeux, ce qu'on appelle le périmétropolitain, et puis d'autres domaines de POPSU, notamment le domaine qui intéresse Arthur, qui doit nous présenter ensuite. La mission de recherche donc, que tu coordonnes porte un beau titre, je trouve. Enfin, je pense que ça fait l'unanimité, le titre, hein, Habiter les cendres, quelque chose d'assez poétique, d'assez significatif aussi, une puissance évocatrice. Habiter les cendres, la forêt girondine après l'incendie. Cette recherche donc, est consacrée à 5 petites villes forestières et périurbaines, toujours cette idée hein, d'urbanisation et de la forêt. La forêt, c'est plus la forêt primaire sans entropie, c'est-à-dire qu'elle est forcément connectée à des étendues urbanisées, et c'est là que ça commence à poser des problèmes et des questions. Donc 5 petites villes qui sont Belin-Bellier, Sud-Gironde, qui a été très impactée par les incendies, Landiras aussi, Somos, alors Somos, plus vers le nord-ouest de Bordeaux en allant vers le Médoc, Cazaux, et puis un quartier de la Teste de Buch. Donc c'est ces cinq aires, ces 5 fragments territoriaux que tu étudies. Cet incendie, pour rappel, a ravagé 32 000 hectares de forêt. C'est pour ça qu'il est important. 558 départs de feu. Et Bernard Trémont, qui est un des spécialistes, un anthropologue du feu, explique que finalement, c'est que 7 hectares et demi par départ de feu, si on ramène à une proportion. C'est pour ouvrir une controverse, comme Bernard Trémont aime bien les controverses. Les communes, par contre, ont toutes été évacuées. Là aussi, c'est la particularité. C'est-à-dire, contrairement aux incendies de 49, on parlera, où le citoyen était impliqué dans la protection de sa maison, là, il y a eu une évacuation préventive entre mi-juillet et mi-septembre 2022.
Donc, pour ceux ou celles qui ont vécu cette période, c'était assez traumatisant, réellement, pour le territoire. Ton projet de recherche vise, enfin, le projet POPSU vise à étudier donc ces 5 communes par une approche ciblée sur 2 aspects. C'est la gestion du foncier forestier, d'une part, et d'autre part, les risques naturels, puisque l'incendie est un risque naturel. Alors, il y a quand même une partie d'entropie, puisque c'est l'activité humaine qui favoriserait le dérèglement du climat, qui favoriserait la sécheresse, qui favoriserait les incendies. Donc, c'est un risque naturel, mais à moitié. Juste, je voudrais lancer quelques grandes questions pour montrer l'intérêt pour les archis, les urbains de se pencher sur ces questions et les aménageurs. Quelques questions très larges, après on en parlera plus en détail, mais comment est-ce qu'on habite la forêt en 2024, sachant donc que on habite aussi près de la forêt, c'est une vraie question. Les riales à la landaise, ben, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire ces zones déforestées qui permettent de vivre avec la forêt, c'est pas toujours le cas. Il y a parfois des situations de lotissement un peu aberrantes comme ça. Et puis, la forêt est-elle une ressource ou un danger? Là aussi, il y a beaucoup d'enjeux économiques sur la forêt. Vous avez vu ces étendues de panneaux voltaïques qui ont poussé après les incendies. Donc, par exemple, on est vraiment sur des questions économiques dont tu vas nous parler, Arthur. Voilà, donc je pense que cette recherche-action, elle peut vraiment intéresser cette école et les praticiens de cette école. Et là, moi, j'ai des questions très anthropologiques, comme je suis anthropologue, à te poser, mais je les garde pour la deuxième partie de cette conférence. Et donc, je vais maintenant te donner la parole, Arthur. Et puis, évidemment, nous te remercions de t'être déplacé jusqu'ici. Donc, Ah bon, peut-être qu'à la fin, je montrerai une carte qui est sur l'ordinateur. moi, je vais juste... C'est quoi le cinéma? Ouais, c'est ce que je fais, mais il veut pas s'éteindre de HDMI. Non, on a mis la HDMI diffusée depuis l'ordinateur, mais là, il ne faut pas s'éteindre. Il y a des boutons. Ah, faut que je le remette sur PC, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Ok, en fait, il n'y a pas. Ok, c'est juste. Pardon. Voilà. Et changer, j'appuie juste là. Ouais, ou avec la souris. On peut faire des filets avec Oui, ou avec le flash. C'est bon? Ouais. C'est bon, ouais, les flèches, je pense. Donc, voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Eric, pour ton accueil ici à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Parce que Eric n'a pas dit, c'est que voilà, il est vraiment partie aussi intégrante de l'équipe POPSU, Habiter les cendres. Voilà, je en parlerai au cours de la présentation, mais je suis lauréat du programme de recherche-action, mais évidemment, je ne suis pas seul. Il y a aussi des scientifiques avec moi de diverses disciplines, dont Eric Chauvenet qui a bien voulu rejoindre cette aventure de recherche. Et je t'en remercie. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'incendie de 2022, enfin, en tout cas, les questions que pose l'incendie de 2022 pour les habitants et aussi les conséquences, hein, d'où le titre Habiter les cendres. Donc, revenir un peu sur l'incendie de 2022 et montrer ses conséquences et toutes les questions que la catastrophe rencontre. Donc, je vais me concentrer sur le massif landais dans sa partie girondine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sud de Gironde, et qui est la photo que vous voyez là. Donc, cette pinède, hein, c'est une forêt de pins maritimes plantée en ligne que l'on voit très bien sur la photographie. Donc là, hop,
je ne sais pas si on voit, avec ma souris, ouais, c'est bon. Avec la souris, là, vous voyez, par exemple, ça, il y a eu une coupe rase, et donc là, la forêt est en train légèrement de repousser, et là, au premier plan, là, vous voyez devant mon nom, hop, on voit bien les lignes de plantation. Voilà. Il faut avoir un peu cette forêt en tête, mais bon, enfin, en étant de Bordeaux, je pense que vous avez une idée de à quoi ressemble les Landes. Parce que c'est vrai que moi, comme je fais mes études à Lyon, les gens ne connaissent pas forcément les Landes, mais bon, ici, ça sera plus simple. Et donc, voilà, vous avez là, par exemple, voilà, l'incendie de 2022 qui s'étend dans ce sud Gironde. Donc, en quelques chiffres, pour rappeler ce qui s'est passé en 2022, en fait, il y a eu deux incendies qui ont débuté simultanément le 12 juillet. Il y a eu un incendie qui a commencé à la thèse de Buch, que je connais très bien puisque c'est mon terrain de thèse, mais je ne vais pas parler de la forêt de la thèse de Buch parce que c'est une forêt à part. C'est le sujet de ma thèse. Je vais me concentrer uniquement sur cette partie là, qu'on a appelé l'incendie de Landiras, c'est-à-dire dans ce massif de la forêt cultivée des Landes. Mais quand on parle des incendies de l'été 2022, voilà, il faut bien avoir en tête qu'il y a eu vraiment deux incendies, un dans la forêt de la Teste et un à Landiras. Donc ces deux incendies ont provoqué l'évacuation de 37 000 personnes. La ville où il y a le plus d'habitants, c'est la Teste de Buch. Hein. La partie sud de la Teste a été évacuée, mais aussi toutes les petites villes que Eric a rappelées, Belin-Pellier, Ostens, Landiras, Saint-Magne. Il faut rappeler aussi le contexte météorologique de cet incendie. On avait un record de chaleur en juin. Le 18 juin, on avait 43,2 degrés à Belin-Bellier. Et on avait des températures très, très hautes depuis le mois de juin et il avait très peu plu. En fait, il y avait vraiment une sécheresse très importante durant ce printemps-été 2022. Il y a eu donc ce premier incendie en juillet et en fait il y a eu une reprise de l'incendie. En fait. Il y a eu ce qu'on a appelé l'Andiras 1 en juillet, puis l'Andiras 2 en août. Et donc le 9 août, il y a eu une reprise du feu, notamment à cause de ce qu'on a appelé les gisements de tourbe. Donc en fait la tourbe c'est cette matière organique qui est dans le sol. Et en fait l'incendie a continué dans le sol, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas. Les journalistes appelaient ça les feux zombies. Voilà, ça faisait pas mal parler. Et donc, en fait, le feu s'est déplacé sur des kilomètres, mais on ne le voyait pas, et a repris, et après a repris en surface plus loin. Et donc, c'est ce qui a provoqué un deuxième incendie très important, l'Andiras 2. Et c'est celui-là, le l'Andiras 2, qui a touché Belin-Pellier. Et ensuite, on a eu un dernier épisode avec l'incendie de Somos. Alors là, en fait, j'ai trouvé cette carte du Parisien. J'aime pas forcément le Parisien comme presse, mais en fait, je trouve que c'était la carte la plus claire en fait, que j'ai trouvée sur les différents fronts de feu qu'il y avait. Et donc là, voilà, Somos, donc en effet entre Bordeaux et Lacanau. Donc là, au début, il mettait 1800 hectares. Finalement, il va y avoir 4000 hectares qui vont brûler sur la colline de Somos et qui se déclarent début septembre. Donc un bilan avec 32 000 hectares de forêt brûlée, 37 000 personnes évacuées et, il faut même le dire, aucun mort. Ce qui peut paraître assez étonnant au vu de l'ampleur de cet incendie, tant en termes d'évacuation de personnes que de surface incendiée. Donc bon, je vais expliquer pourquoi justement il y a eu finalement assez peu de dégâts humains, même s'il y a quelques maisons qui ont été détruites, mais finalement assez peu. Il faut évidemment présenter ce territoire bien particulier qui est le Sud-Gironde, ou en fait la forêt girondine. Mais avant cela, je vais peut-être évoquer un peu le cadre théorique et la méthode d'enquête dans laquelle je m'inscris. Bon alors, hop là, une dernière sens, excuse-moi, je vais le décaler. Voilà. Donc j'ai appelé ça la géographie des modes de production de l'espace par le prisme historique. C'est peut-être un peu pompeux. En tout cas, je m'inscris dans les travaux de Karl Polanyi sur la grande transformation et donc réfléchir en termes de production de l'espace, c'est-à-dire
avec une approche très matérialiste et par un prisme économique, mais aussi anthropologique. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire les anthropologues. Euh, et il y a un concept de Laurent Lespée que j'ai cité, la nature hybride, que je trouve assez juste pour décrire ce qu'est la forêt landaise, justement, une nature anthropisée, en tout cas une nature façonnée par l'homme. Donc je trouve que l'expression de nature hybride pour désigner la forêt landaise est assez pertinente. Euh, donc ça, c'est mon quelques cadres théoriques, mais on pourra revenir évidemment sur les différentes références que je mobilise. Et oui, ce que je voulais dire aussi sur Polanyi, c'est évidemment ce qui est très important chez lui, c'est la dimension historique. Et qui est importante quand on étudie la forêt, on ne peut pas comprendre une forêt si on n'étudie pas l'histoire, en fait. Moi, dans ma thèse de la forêt usagère, la thèse de Buch, eh bien, je consacre une partie importante à l'histoire de la forêt, parce que sinon, on est évidemment aveugle, on ne peut pas comprendre les faits du présent. Donc bon, là, je ne reviens pas sur ce qu'Éric a présenté, voilà, que cette recherche s'inscrit voilà, dans le cadre de POPSU, du ministère de la Transition écologique et cohésion des territoires. Et la méthode d'enquête, bon, est assez classique finalement, ce sont des entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire, les maires des communes touchées. Alors le SDIS, c'est le service départemental des incendies et de la sécurité, merci. Le S, c'est la sécurité. Bon, les pompiers, voilà. Le SDIS, c'est les pompiers. La DDTM, que vous devez connaître, la Direction départementale des territoires de la mer, bon, c'est des services de l'État déconcentrés. La coopérative forestière Alliance, dont je vais parler dans cet exposé. Le groupe Gascogne, qui est aussi une coopérative forestière importante, des propriétaires forestiers, des militants écologistes et des nouveaux habitants sur le territoire. Donc en fait, un peu tous les gens qui sont concernés par la question forestière, pour dire les choses simplement. Et évidemment, un suivi, un revue de presse sur la question des incendies dans les Landes depuis 2020. Donc, je recense évidemment tous les articles du Sud-Ouest qui parlent des incendies ou qui ont parlé des incendies, et je fais également une revue de presse du quotidien, donc du quotidien Sud-Ouest, mais aussi du bulletin du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, qui est aussi une mine d'information pour comprendre comment les forestiers perçoivent, appréhendent la forêt et l'incendie, et comment aussi il y a des évolutions dans les représentations et dans les discours des sylviculteurs. Là, je ne l'ai pas inscrit sur la diapositive. Je coordonne cette recherche avec Véronique André-Lamatte, qui est géographe à l'UMR Passage. Et donc, dans le cadre d'un cours du Master Team, c'est ça, le Master Team, où ils font un croisement entre géographie et audiovisuel, les étudiants ont eu un atelier d'une semaine à Belin-Bellier pour faire des entretiens avec les habitants de Belin-Bellier qui ont été touchés par les incendies. Donc là, ils ont fait ça au mois de mars, pendant une semaine. Et donc, le rendu de ce travail, ça va être un petit documentaire sur les habitants qui habitent justement les cendres à Belin-Bellier. Donc ça, c'est une partie du POPSU, mais voilà, c'est une partie du POPSU. Donc la problématique, les trois questions que je vais me poser, sur lesquelles je vais réfléchir, c'est en quoi les incendies de 2022 en Gironde obligent-ils les acteurs de la forêt à remettre en question leurs pratiques et représentation du massif des Landes de Gascogne. La deuxième, c'est comment les politiques de prévention du massif landais sont-elles au service d'un modèle économique productif. Et la troisième, c'est dans quelle mesure les aménagements réalisés suite aux grands incendies de 49 sont-ils remis en cause par les incendies de 2022. Donc voilà, ces trois questions vont s'articuler et vont un peu s'entremêler dans la présentation. Bon, je n'ai pas fait de plan, c'est quelque chose d'assez, je sais pas, progressif. Donc, en géographie, on commence toujours par la situation. Où suis-je? Donc déjà, le Sud-Gironde, où c'est, qu'est-ce que c'est? Le Sud-Gironde, donc là, je vous ai mis le carton là sur la droite, donc on est à 30-40 km au sud de Bordeaux, à la limite avec le département des Landes. Là, je vous ai mis, donc on a le bassin qui est à l'ouest, vous voyez, là on a l'autoroute qui descend vers Bayonne, on a Bordeaux. Mais bon, a priori, vous connaissez, donc j'ai pas besoin de trop préciser.
C'est vrai que je précise souvent beaucoup, comme je donne des cours à Lyon, pour bien dire aux Lyonnais où on est, ils ont souvent du mal, c'est normal. Et donc là, c'est la carte en fait de la DFCI, hein, ceux qui euh, les propriétaires forestiers engagés dans la prévention contre les incendies. Et donc là, la surface qui est orangée, c'est la surface qui a été brûlée par l'Andiras 2. D'accord? Donc vous voyez là, là, je crois qu'on est sur quasiment 10 000, enfin, 8 000 hectares là. Vous voyez, donc c'est des surfaces qui sont très très importantes. Et on a là ce petit hameau là qui n'a pas brûlé, qui a été sauvé des flammes. Et là, on a Belin-Belier qui est juste là à l'ouest et l'autoroute. Bon, alors, ouais, il faut rappeler quand même que ce Sud-Gironde, s'il y a autant de surfaces qui ont brûlé et qui ont fait aussi peu de dégâts, c'est parce que c'est un territoire qui est très peu dense. En fait, on est sur une densité qui est très faible. Mais pourtant qui s'urbanise en fait. C'est une densité très, très faible, puisqu'il n'y a il n'y a que de la forêt. Mais depuis les années, on va dire, fin des années 90, vous voyez, il y a une augmentation très importante parce qu'on a une urbanisation. On a une urbanisation assez importante de lotissement sur Belin-Belier, sur Ostens. Et en fait, c'est l'urbanisation du bassin d'Arcachon en fait, qui arrive dans ce Sud-Gironde. Des personnes qui ne peuvent pas se faire construire une maison sur le bassin d'Arcachon font construire à Belin-Belier où le foncier est moins cher. Et donc, ils vont chercher toujours plus loin un foncier accessible. Donc, on a des populations souvent de jeunes retraités qui sont à Belin-Belier, mais aussi de travailleurs qui vont sur Bordeaux, puisqu'on est à 45 minutes du centre-ville de Bordeaux depuis Belin-Belier. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce territoire? Oui, pourquoi on a autant de surface? Parce qu'avant, c'était des marais, enfin ça vous le saviez, voilà, qu'avant c'était des marais et que la forêt a été décidée par Napoléon III à la fin du 19e siècle et a planté cette forêt à la place des marais. Donc c'est pour ça qu'on a cette surface forestière aussi importante d'un seul tenant. Euh, Voilà, sur cette forêt, et donc sur ces lotissements, ces nouveaux lotissements qui se construisent depuis les années 90. Euh, donc sur cette forêt, voilà, cette forêt héritée de Napoléon III, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette forêt, donc c'est vrai que c'est difficile qu'on arrive après des gens qui ont déjà beaucoup travaillé là-dessus, d'apporter sa pierre à l'édifice. Euh, Peut-être rappeler que, enfin, en tout cas, moi, quand je suis bordelais, et c'est vrai qu'on a l'image depuis Bordeaux d'une forêt très homogène. On a l'impression que la forêt des Landes, c'est partout la même chose, c'est partout des pins en ligne. Alors, c'est vrai d'une certaine manière, mais ça n'a pas toujours été le cas, et ce n'est pas vrai partout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a encore quelques hêtraies dans la vallée du Ciron, il y a des endroits où il y a des châtaigniers, des feuillus, évidemment. Donc voilà, il y a quand même une diversité, ça je vais en parler, au-delà de l'apparence d'homogénéité du plus grand massif d'Europe d'un seul tenant. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce massif landais, on a l'impression aussi qu'il a toujours été homogène depuis Napoléon III. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé ma recherche, bah oui, c'est vrai que Napoléon a planté la forêt landaise en 1870 et elle a toujours été comme ça, finalement. Et en fait, non, pas du tout, parce que quand on regarde les cartes anciennes ou quand on regarde vraiment dans les archives des transactions foncières, ce massif vraiment homogène d'un seul tenant, il est plutôt assez récent, je dirais. C'est vraiment dans les années 70 qu'on a une stabilisation de ce massif et qu'avant, il y avait beaucoup plus de clairières ou beaucoup plus d'espace libre, on va dire, tout au long du XXe siècle. En tout cas, c'est des choses, c'est des réflexions que j'ai en cours là, voilà, sur la perception aussi de ce massif qui n'est pas si homogène que ça. Mais en tout cas, en 2022, il était, et ce que j'essaie de montrer, notamment dans mes recherches, c'est que la structure même du massif, du massif landais est une structure qui favorise la propagation du feu. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que je m'appuie sur les travaux des écologues qui ont travaillé sur les incendies.
Et donc, on a un massif landais qui a une structure d'arbres entre 10 à 20 ans d'âge, puisqu'en fait, on a eu la tempête Klaus en 2009 qui a mis par terre une bonne partie des pins. Et donc, vous voyez, en 2022, ils avaient 13 ans, hein, la plupart, 12-13 ans, le temps de les replanter. Et donc, bah, c'est vraiment la tranche d'âge de la tranche, enfin, c'est la tranche d'âge où les arbres, en fait, favorisent le plus l'incendie. Alors, pourquoi? Ce que les écologues nous expliquent, c'est que quand un arbre est plus petit, eh bien, en fait, le feu arrive, mais n'a pas assez de matière à brûler, donc, en fait, l'incendie s'éteint. Quand l'arbre est plus vieux, il a tellement de matière qu'il met du temps à brûler. Et c'est ce qui s'est passé dans la forêt de la Teste. En fait. La forêt de la Teste, c'est une forêt avec de très très vieux arbres, très embroussaillés, et donc ça a fait des épais panaches de fumée. C'est les fameuses images qu'on a vues des touristes sur la plage au Cap Ferré, et avec derrière la dune du Pilat qui était presque comme un Vésuve avec ses épais panaches de fumée. Parce que voilà, pour brûler toute la biomasse, il faut du temps. Alors que là, entre 10 et 20 ans d'âge, eh bien, le feu a suffisamment de matière pour progresser, mais pas assez pour le retenir. Vous voyez, et donc, c'est vraiment la tranche d'âge des pins maritimes où la propagation, la vitesse de propagation du feu est la plus importante. Donc déjà, voilà, en 2022, on avait un massif très homogène d'un seul tenant, avec des arbres du même âge. Donc ça, c'est un facteur important aussi de propagation du feu. Parce que les incendies de 2022 en Gironde ont été les incendies les plus rapides de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de forêts qui a brûlé aussi vite. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, voilà, voilà, c'est ce que les pompiers ont dit. Voilà. D'ailleurs, le commandant de Blainville était très fier de dire voilà, il était le commandant à avoir arrêté le feu le plus rapide de France. Voilà, en plus, voilà, c'est dit et rappelé par les pompiers. Autre caractéristique de la forêt landaise en 2022, cette forêt cultivée, c'est l'absence de strates arbustives intermédiaires. Donc ça, en fait, qui favorise les feux roulants. En fait, les feux roulants, c'est les feux qui brûlent au pied de l'arbre. D'accord? Donc quand vous avez une strate arbustive, ça peut brûler et ne pas atteindre forcément les cimes, ça peut juste rester en bas. Ça arrive, d'ailleurs, dans la forêt de la Teste, là, je crois que j'ai pas mis des photos de la Teste, justement, pour pas embrouiller les deux forêts, mais c'est aussi ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'en fait, le feu, parfois, n'a fait que traverser, mais n'a pas du tout, enfin, les arbres sont toujours là, et le bas est carbonisé, mais les strates arbustives ont seulement été brûlées et n'ont pas atteint les cimes. Là, le problème, c'est que comme il n'y a pas de strate arbustive, ben, ça va tout de suite en haut de l'arbre. En fait, ça va tout de suite en haut de l'arbre. Et comme on a une forêt monospécifique, donc monospécifique, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule essence. L'essence, voilà, c'est l'espèce d'arbre, hein, le pin maritime. Eh bien, le fait de n'avoir que cette essence-là, eh bien, ça a transformé ce feu de surface, donc de bas, en feu de cime. Ça, c'est ce que moi j'ai lu chez les écologues, en tout cas c'est des conditions écologiques qui ont favorisé ce feu-là. Donc voilà, une seule essence, plantée en ligne en plus, avec des grands couloirs. Donc toutes les conditions finalement étaient réunies pour que le feu soit rapide. Et donc là, vous le voyez très bien sur ces lignes. Hein. Vous voyez là, c'est toutes ces lignes qui ont été carbonisées. Alors là, par exemple, voilà, l'incendie n'est pas homogène non plus partout. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça a surtout brûlé en bas, et là, c'est resté un peu vert. Il y a d'autres endroits où il n'y a plus rien du tout, où c'est lunaire. Donc c'est pour ça que c'est bien de montrer des photos d'incendie parce que ça permet. C'est vrai que quand on dit il y a 32 000 hectares qui ont brûlé dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la Lune en fait. Alors que pas du tout, en fait, pas du tout. Dans ce qui est comptabilisé comme brûlé, il y avait encore des arbres verts en haut et juste la surface en bas qui était brûlée. Enfin, moi, là, j'ai fait une carte de l'incendie de la Teste où je montre justement les intensités de feu et j'ai fait un observateur photographique après pour montrer à quoi ça correspond en fait une forêt brûlée dans cette diversité. Bon, je vous montrerai ça peut-être après si ça vous intéresse, parce que j'ai fini la carte en fait il y a 2 semaines, donc je suis assez content. Voilà. Donc, la forêt cultivée, la structure même de la forêt, ça, c'est une condition, c'est un facteur important d'incendie. L'urbanisation aussi est un facteur important d'incendie, comme on l'a vu.
Donc, on peut dire qu'il y a des responsabilités qui sont plurielles. Je regarde là. Oula, oui, c'est ça. C'est bon, bon, c'est bon. Bon, ok. Il y a des responsabilités plurielles, c'est-à-dire que le lotissement, comme la forêt, selon moi, sont responsables en fait de l'incendie. Quand je suis allé à une réunion publique justement sur les incendies à Belin-Bellier, c'est-à-dire qu'en fait la mairie avait demandé à ce que la population, enfin, accueillait la population pour faire une sorte de grande réunion publique, voilà, post-incendie en octobre 2022. Et donc il y avait un sylviculteur de Salles qui n'avait pas été touché justement par l'incendie, on pourrait dire, qui a déclaré les lotissements sont construits trop près de la forêt. Ces lotissements, depuis les années 90, sont construits trop près de la forêt. Ils ne respectent pas l'Ériade, voilà, que décrivait Éric. Et il y a une habitante d'Austins qui, elle, a été touchée par l'incendie, qui a aussi déclaré à cette même réunion que les pins sont plantés trop près des habitations. Et là, bon, alors là, pour le géographe, là, il y a quelque chose de spatialement qui se joue. Là, il y a de la confrontation qui est construit ou planté trop près. Donc là, en fait, j'ai mis cette photo, en fait, qui est assez représentative des lotissements que vous pouvez rencontrer dans le sud Gironde, où en effet, la forêt est vraiment plantée au bord du jardin, en fait. Au bout du jardin, vous avez la forêt. Vous avez la forêt. Il n'y a pas de lisière. Et donc, le journal Sud-Ouest note le 16 septembre, dans de nombreuses rues et petits lotissements, lorsque l'on observe l'état des lisières et parcelles à quelques mètres seulement des logements, on se demande comment il n'y a pas eu plus de dégâts sur l'habitat. En effet, juste interrogation du Sud-Ouest, parce que ces fameuses lisières permettent d'arrêter les incendies. On le comprend assez facilement, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de matière à brûler pour le feu, bon, ben, il arrête de brûler. Évidemment, après, ça va être... je vais rentrer dans le détail de cette question de surface, de bandes non forestières, non plantées, qui fait aujourd'hui polémique, en tout cas controverse. Donc voilà, là il y a quelque chose qui paraît irréductible. De qui est responsable finalement, le pin ou le lotissement? Il y a quelque chose là qui se joue un peu entre les deux. Et c'est vrai que, en fait, en suivant l'actualité des post-incendie, les responsabilités portent plutôt sur le lotissement. Les critiques, elles vont porter sur le lotissement, pas tellement sur la forêt, pas tellement sur ce que je vous ai décrit, vous voyez, sur la structure de la forêt. Il y a justement, on parle de régulation, de l'urbanisme. Christine Boussier, qui est une géographe, justement, a écrit un papier dans The Conversation en montrant le risque important de l'urbanisation anarchique dans la forêt landaise. Donc, cette question d'une régulation de l'urbanisation en forêt, c'est quelque chose que les services de l'État ont pris en compte et, par exemple, qui rentre complètement dans la politique du ZAN, zéro artificialisation nette. Et donc là, il y a une politique nationale, mais qui n'est pas forcément liée aux incendies, mais il va y avoir une articulation entre le ZAN et cette critique du lotissement. Donc, la critique du lotissement, elle a eu des échos, on va dire, politiques. La critique de la forêt, assez peu. En tout cas, c'est resté très minoritaire. Donc, on pourrait se dire, bon, si le problème, c'est l'absence de lisière entre les pins et le lotissement, on pourrait se dire qu'il y a un consensus sur le fait d'aménager des lisières, d'aménager des espaces vacants entre le pin et le lotissement. Et là, c'est là où il y a confusion. En fait, c'est là où il y a confusion sémantique sur qu'est-ce qu'une lisière. Alors là encore, c'est une question spatiale, parce qu'une lisière, c'est une surface. Alors, il se trouve que la première coopérative forestière du massif, Alliance Forêt-Bois, qui est très grande, qui a pris beaucoup d'ampleur en fait ces dernières années et qui est devenue le principal interlocuteur des propriétaires forestiers dans les Landes, eh bien, a lancé, suite aux incendies, une recherche-action avec l'INRAE qui s'appelle Bocage. Alors là, déjà, bocage dans les Landes, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le bocage en Bretagne, en Normandie, où est-ce que c'est? Mais chez nous, il n'y a pas tellement de bocage. Bon, ce programme qui s'appelle Bocage, je les cite, entend être une solution pour permettre aux écosystèmes forestiers de faire preuve de résilience et de résistance, tout en augmentant la productivité. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que c'est Bocage?
Il s'agit d'augmenter l'hétérogénéité des paysages et peuplements forestiers via l'installation de haies composées de diverses essences. Ainsi, les lisières permettent aux plantations de pins maritimes d'être davantage protégées des aléas tels que le vent, les incendies ou les attaques de ravageurs, assurant à plus long terme la production de bois. Alors, c'est-à-dire qu'on est passé d'une volonté d'aménager des lisières à, en fait, une plantation de haies d'essence mixte. Et vous voyez, là, en fait, il y a une sorte de transition qui s'est faite de la surface vers le trait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle plus là d'une surface qu'il faudrait laisser vacante, mais uniquement d'un trait, d'une ligne. C'est ça la haie. C'est ce qu'on appelle une haie, en fait, c'est une ligne d'essence mixte. Quand ils disent l'hétérogénéité des paysages, des peuplements forestiers, en fait, concrètement, c'est planter en alternance un pin maritime et un chêne. Parce que oui, en effet, la mixité des essences permet de ralentir en tout cas la vitesse de propagation, mais on voit bien que dans le discours d'Alliance Forêt-Bois, il mêle la résilience et la résistance. Donc on pourrait dire, c'est des termes employés, empruntés à l'écologie, hein, la résilience, voilà, le fait de se relever d'une crise, tout en augmentant leur productivité. Donc bon, il ne faut pas perdre le nord, hein, pour Alliance Forêt-Bois, l'objectif reste quand même la production économique de bois. Donc, on voit bien que si on laisse un espace vacant, ça fait moins de pins. Donc, il n'est pas question pour les forestiers d'abandonner de la surface, d'abandonner de l'espace. Donc, il y a cette solution, un peu, voilà, cette solution qui a été trouvée de planter des haies en parlant de lisière. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion sur la lisière, la haie, la mixité des essences, et surtout que ça pose des questions, en fait. C'est le fait que Alliance Forêt-Bois propose des haies mixtes, ça pose question, et ça les met, pour moi, dans une position assez contradictoire à cette filière bois, puisque le programme Bocage entend être une forêt mosaïque, diversifiée et résiliente. Donc là, on pourrait se dire, voilà, c'est presque une alliance, enfin, c'est un vocabulaire écologiste, d'écologue. La forêt mosaïque, ce sont un vocabulaire employé à l'écologie. Diversifiée et résiliente, bon, surtout le terme de résiliente qui est largement détourné de son concept initial en écologie. C'est en fait pour celui qui connaît la filière bois des Landes, ce discours est très étonnant en fait, et même très étonnant par rapport aux positions traditionnelles de la filière bois, qui écrivait, bon là j'ai pris un extrait, mais qui est très emblématique en fait du récit des forestiers sur le massif, qui écrivait dans son syndicat en 2017. La seule chose qui pousse correctement sur ces sols, c'est le pin maritime. Sur le littoral, cet arbre était déjà utilisé pour fixer les dunes. À l'intérieur des terres, il est la solution idéale pour drainer l'eau des marécages, responsable de la propagation du paludisme. Rapidement, le pin maritime sort de la misère, cette région malsaine, où subsistait un agropastoralisme pauvre et archaïque. Alors ça, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous pouvez lire ça dans des écrits d'ingénieurs des ponts et chaussées du 19e, et ça n'a pas changé d'une ligne. Enfin, vraiment, la dernière phrase, la région malsaine où subsiste un agropastoralisme pauvre et archaïque, cette formule-là, moi, je l'ai retrouvée dans des archives d'ingénieurs des ponts et forêts des années 1880. Donc voilà, il faut voir qu'il y a quelque chose de très... Il y a un conservatisme aussi dans la forêt landaise qui est notable. Et donc, ça, voilà, qu'il n'y a que le pin qui pousse dans les Landes, ça, cette idée-là qui a été martelée par la filière bois et qui s'est imposée comme une vérité pour tout le sud-ouest, en réalité est fausse, parce qu'il y a évidemment des chênes, en fait. Il y a aussi des feuillus qui poussent. Sauf que, évidemment, c'était l'arbre qui était le plus adapté pour drainer ces marécages, et c'était l'arbre, en effet, le plus rentable quand ça a été planté. C'est pour ça qu'en fait, le pin a été choisi, parce que c'était celui qui était le plus optimal en termes économiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le pin qui pousse. Vous voyez, et donc là aussi, il y a eu un discours qui a évolué. Et donc, en 2022, Alliance propose des forêts diversifiées de chênes des haies de chênes et de pins. C'est assez contradictoire. Je ne comprends pas, vous avez dit depuis le début que ça ne poussait pas, comment vous allez les faire pousser? Et d'ailleurs, en fait, il y a des conflits assez importants
entre Alliance Forêt-Bois et le syndicat des sylviculteurs. Le syndicat des sylviculteurs ne veut pas entendre parler de bocage en disant non mais c'est quoi ces idées d'écolo? Bon, après, je pense qu'en analyse sociologique, c'est que les gens d'Alliance Forêt-Bois, en fait, sont très urbains. Donc, le fait qu'ils emploient ce vocabulaire de l'écologie, ça montre aussi qu'il y a une forme de déconnexion, il me semble. Enfin, ça, c'est ma sociologie en immersion de la filière bois. Il y a un peu une déconnexion qui est en train de se faire entre les coopératives forestières, qui sont assez bordelaises, enfin, les sièges sont à Bordeaux, en fait, c'est des urbains, et plutôt le syndicat des sylviculteurs qui, lui, reste avec des propriétaires ancrés dans les Landes, dans la forêt. Bon, ça, c'est juste mes idées, hein. Un peu comme ça, de sociologie sauvage. Donc, là, on voit que bocage, c'est une réponse apportée aux incendies. Il y a une autre réponse qui a été apportée aux incendies, c'est la réponse sécuritaire, qui est assez à l'image, j'allais dire, de notre époque. C'est-à-dire que face au risque incendie, eh bien, il faut miser sur la sécurité, c'est-à-dire mieux contrôler les départs de feu. Et donc, on apprend là aussi dans le sud-ouest que caméra, intelligence artificielle, un réseau ultra moderne de détection des feux de forêt est bientôt en service. Donc là, on les voit, ces caméras. Le dispositif Girondin pousse le curseur encore plus loin. Le tri réalisé par les opérateurs entre fausses alertes et réels départs de feu nourrira l'algorithme du logiciel de détection et donc de finesse d'analyse du système. Un concept inédit d'intelligence artificielle co-développé par Madguard, une start-up corse spécialisée dans l'étude des données aériennes pour la sécurité civile et le groupe informatique britannique. Donc voilà, là on fait appel à l'intelligence artificielle, aux drones, aux caméras, alors qu'on sait bien que c'est assez peu efficace en fait, hein. Enfin, on sait très bien que les caméras, les drones, en fait c'est pas que le feu n'a pas été détecté, en fait le feu a tout de suite été détecté. Et c'est pas du tout un problème de détection du feu, c'est qu'en fait quand le feu se déclare, on ne peut plus l'arrêter. C'est plutôt ça le problème de 2022. Donc le département et le SDIS se sont lancés dans un investissement de drones et de ce que je vous ai décrit, de ce dispositif avec l'intelligence artificielle qui coûte d'ailleurs assez cher, mais finalement plus pour rassurer les propriétaires forestiers, pour dire regardez, on fait quelque chose pour protéger la forêt. Mais en réalité, quand le feu part, c'est plutôt en fait le fait d'arrêter le feu qui est un problème et qui était un problème en 2022. Mais donc ça, en tout cas, c'est une réponse c'est une des réponses qui a été apportée au risque incendie. Et en fait, cette réponse sécuritaire et technique, pour moi, elle fait penser elle est assez similaire finalement à la réponse qui a été apportée après les incendies de 49, où il y a eu un peu la même réaction, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des mesures techniques et non pas politiques ou économiques. C'est-à-dire qu'on avait vraiment misé sur le technique pour résoudre le problème de l'histoire, le problème des incendies. Et donc, c'est pour ça que là, je vais faire juste un petit point sur les grands incendies de 49. Il faut rappeler que ces grands incendies de 49 ont fait 82 morts et 25 000 hectares de forêt brûlée. Donc, évidemment, un bilan humain beaucoup plus important. Alors là, pour le coup, c'est l'incendie le plus meurtrier de France, mais qui a brûlé beaucoup moins de surface. Vous voyez, c'était 25 000, alors que là, cette année, en 2022, c'était 32 000. Et les grands incendies de 49 étaient situés plus du côté de Cestas, vraiment le sud Gironde. On était encore plus proche de l'agglomération. Bon, je ne vais pas réexpliquer, je ne vais pas reparler trop dans le détail des incendies de 49. Là aussi, dans la mémoire commune ou dans le récit, il a été dit que c'est parce que pendant la guerre, la forêt n'était pas entretenue et qu'elle était embroussaillée que le feu s'est déclenché et qu'il y a eu un incendie important. C'est pas une question que je vais trancher aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une question qui m'intéresse, connaître les causes de l'incendie et pourquoi ça a autant brûlé en 49, qu'est-ce qui s'est passé en 49. Enfin, ça, c'est des idées que j'ai étudiées un peu ce qui s'est passé pendant la guerre aussi en forêt. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui a été décidé après cet incendie de 47 et 49, après ces grands incendies de 47 et 49. Je cite Christian Pinaudot, suite aux grands incendies de 47 et 49 et devant l'ampleur des travaux de reconstitution des forêts, les rôles sont séparés aux associations de DFCI les travaux de prévention et la mise en valeur du territoire, aux sapeurs-pompiers la lutte active. À partir de cette époque, le repeuplement en maritime s'intensifie,
Conjointement, le couple prévention-lutte active prouve son efficacité par la diminution de la superficie moyenne brûlée par incendie sur le massif frontier des Landes de Gascogne. Donc Christian Pinaudot, c'est un personnage très important dans la forêt parce qu'il a été pendant 40 ans le secrétaire du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Donc c'est vraiment un personnage emblématique du Sud-Ouest, enfin de la forêt. Et donc là, ce qu'il nous explique dans son livre Échec au feu de forêt, c'est que suite à ces incendies, il y a une séparation entre la prévention et la lutte. C'est-à-dire que la lutte contre les incendies a été confiée aux pompiers et la prévention a été confiée à ce qu'on appelle les DFCI, qui ont été créés pour l'occasion, des associations de défense contre les incendies. Et donc, ces associations de défense contre les incendies ont notamment aménagé le massif forestier avec des pare-feux. Tous ces pare-feux, vous voyez, ces grandes passes, ce quadrillage du territoire a été fait en 1950. Et pas du tout, en fait, en 1870, quand Napoléon a décidé la plantation. C'est vrai que moi, dans mon imaginaire, c'était les ingénieurs de Napoléon qui avaient mis un peu comme des colons, ces grandes passes. En fait, pas du tout. Ces grandes lignes. Et en fait, quand Christian Pinaudot dit le repeuplement en part maritime s'intensifie, c'est-à-dire que vous voyez ces espaces vacants qui est resté encore, là, il ne va y avoir plus qu'une forêt d'un seul tenant, et on va aménager ces pare-feux en disant, ben voilà, maintenant qu'il y a ces pare-feux, on va mettre des points d'eau un peu partout dans le massif, la forêt est protégée. Ça, c'est la solution technique qui a été trouvée en 1950. Donc, c'est des dispositifs d'essai pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est une association financée et animée par les propriétaires privés. D'ailleurs, je trouve que c'est, d'un point de vue anthropologique, je trouve ça très intéressant d'étudier les associations de DFCI parce que c'est vraiment des collectifs de propriétaires qui aménagent et gèrent ensemble la forêt. Pour moi, il y a vraiment, je sais pas, une sorte d'héritage du fonctionnement en commun des landes, en fait, parce que je pense que dans les landes, on fonctionne toujours en commun. Et d'ailleurs, c'est assez emblématique que ce qu'on appelle les passes, c'est en fait c'est les pare-feux, mais en fait personne n'appelle ça des pare-feux, en fait tout le monde appelle ça des passes. En fait, les passes, c'était le nom qu'on donnait pour faire passer les troupeaux de moutons, en fait, que les bergers donnaient pour faire passer les troupeaux de moutons. Et en fait, ils ont gardé ce nom pour désigner les pare-feux. Donc, vous voyez, moi je trouve qu'il y a quelque chose là qui se joue un peu dans le fonctionnement très communautaire des propriétaires forestiers. Parce que bon, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, la plantation des landes. Vous voyez, c'était les grands-parents des propriétaires forestiers ont connu, en fait, les grands-parents, arrière-grands-parents ont connu. Donc, voilà, c'est une histoire qui n'est pas si ancienne que ça. Et donc, en 1950, bon, il quadrille, pour moi, c'est vraiment un quadrillage du territoire avec des points d'eau. Alors, en fait, c'est tout simple, En fait, c'est juste qu'ils mettent des points d'eau, là, vous voyez, ça, c'est un petit point d'eau à Somos, des fossés. Voilà, là, on voit le fossé, là, qui est bien en eau. Là, ça devait être au printemps, là, quand il a bien plu. Des pistes. Et donc, ils permettent d'arriver le plus rapidement possible des pompiers en cas d'incendie. Et en effet, c'est efficace. En effet, c'est très efficace, ce dispositif DFCI. C'est très efficace parce que Christian Pinaudot nous dit toujours que la multiplication des moyens de lutte n'est pas la solution la plus efficace. Ah oui, les propriétaires forestiers détestent les canadaires. Pour eux, voilà. Si un canadaire, c'est que ça a échoué. Ah oui, si un canadaire, c'est-à-dire que le feu a échappé et le pare-feu n'a pas servi. S'il n'y a pas le préalable de la prévention, la lutte ne peut pas être optimale. Ainsi, le seul département de la Gironde compte 1500 départs de feu par an, alors que la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'en compte que 600 par an. Or, le Sud-Ouest présente moins de surface forestière brûlée. Donc, alors, là, il y a beaucoup de choses dans ces chiffres-là. La Gironde brûle plus, mais en fait, on les arrête tout de suite. En fait. Ce qui veut dire, c'est que dès qu'il y a un départ de feu, c'est hyper efficace. Pour le coup, c'est-à-dire qu'ils arrivent bien à les détecter, puisqu'ils ont des tours de guet partout. Donc, dès qu'il y a un feu, ils le voient, et les pompiers arrivent pour l'éteindre. Ah oui, c'est plat, en plus, c'est plat. Donc, on voit, tout est plat. Donc, c'est facile, les pompiers, ils vont à fond. Enfin, vraiment, c'est comme le SAMU, quoi. Vraiment, là, ils arrivent tout de suite. Ah oui, alors qu'évidemment, la forêt méditerranéenne, quand ça brûle, on va laisser tomber, on va la laisser brûler. Et après, c'est pas du tout le même type de forêt. La forêt méditerranéenne fonctionne aussi par régénération de l'incendie. Ça, je vais en parler après, justement, sur ce rapport au feu très différent entre la culture méditerranéenne et la culture landaise. Donc voilà, en tout cas, la DFCI se félicite d'arrêter les feux.
Mais alors qu'il y a plus de départs de feu. Donc ça confirme bien ce que je vous disais sur la structure très pyrocène, en fait, très pyromane plutôt de la forêt landaise. C'est qu'il y a énormément de départs de feu. Peut-être aussi à mettre en lien avec les lotissements et le tourisme. Vous voyez, quand on regarde là où il y a le plus de départs de feu, en fait, c'est dans le bassin d'Arcachon, c'est les banlieues, en fait, c'est là où il y a le plus de départs de feu. Donc la question de l'urbanisation est évidemment importante dans ce nombre de départs de feu. Alors après, moi, j'ai rajouté jusqu'à 2022. Parce que là, en nombre de surface, sur la surface, là, la Gironde a complètement dépassé la région PACA cet été-là. Donc, est-ce que cette vérité ne tient plus tellement? Et donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une remise en cause de ce modèle forestier que le pare-feu, n'a pas tenu? En fait, les pare-feux ont été complètement franchis en 2022. Moi, quand j'ai expliqué ça en 2023 à un colloque sur les forêts à Blois, justement à l'école du paysage de Blois, il y avait quelqu'un de l'ONF et j'ai dit oui, les pare-feux ont été franchis et n'ont pas été efficaces. Alors, monsieur de l'ONF s'est vraiment emporté en disant mais comment vous pouvez dire ça? Et en fait, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a autant, parce que l'ONF a vraiment aussi cette culture du pare-feu. Pour moi, j'appelle ça le syndrome de la ligne Maginot. C'est-à-dire vraiment, on met des pare-feux, on a l'impression qu'on est protégé derrière notre pare-feu, mais enfin bon, 6 mètres, quand l'incendie est immense, il est franchi largement. Et en plus, ce qui a révélé l'incendie, c'est que au fur et à mesure des années, il y a des propriétaires qui avaient planté de plus en plus serré, c'est-à-dire que les pare-feux avaient réduit en largeur. Donc bon. Et le choc du sol, Là, c'était. Donc, quand je parle de la remise en cause du modèle landais, c'est évidemment remise en cause de ce modèle sylvicole, mais aussi de ce modèle d'aménagement. Il y a vraiment les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se dire qui critique la forêt landaise aujourd'hui? Qui critique cette forêt landaise? Alors, beaucoup de monde, en fait. Déjà, la sylviculture alternative, qu'on pourrait classer dans le camp, dans la sphère écologiste. Donc, ProSylva étant la plus connue nationalement, mais très peu représentée localement. Le RAF, le réseau des alternatives forestières, là aussi bien connu nationalement, mais aussi hyper minoritaire localement, et Forêt Vivante. Donc Forêt Vivante, et là il y a un collectif qui s'est monté aussi, qui s'appelle Forêt Vivante dans le sud Gironde, suite aux incendies. Là il y a un petit collectif, là je ne l'ai pas rajouté, mais qui s'appelle aussi Forêt Vivante, dans le sud Gironde, du côté d'Austins, ouais. Qui promeut qu'est-ce que c'est quoi là, ProSylva, il promeut une gestion forestière à couvert continu. À couvert continu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que leur principale critique, c'est sur les coupes rases. Il ne faut pas qu'il y ait de coupes rases parce que justement la coupe rase enclenche une érosion, des sols importante. ProSylva aussi défend la mixité des forêts mixtes, donc assemblage chêne, enfin je dis chêne feuillu, mais bon, c'est principalement le chêne, feuillu conifère. Ça, c'est la critique écologiste. Donc évidemment, le modèle landais, c'est la bête noire des écologistes depuis toujours. Et les sylviculteurs le savent très bien. Et justement, et la bête noire des sylviculteurs, c'est les écologistes. Hein, voilà, c'est vraiment les deux opposés. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'il y a une nouvelle critique qui est en train d'émerger de la part de ces nouveaux habitants, ces fameux habitants qui ont construit leur maison à Belin-Belay depuis les années 90. Vous voyez, toute cette population, de cette nouvelle population, qui n'a pas grandi en fait dans ce territoire forestier, qui n'a pas du tout le même rapport à la forêt. Et pour moi, dans ce territoire du Sud-Gironde, il y a quelque chose de très intéressant, c'est vrai que le laboratoire d'analyse, c'est assez passionnant, c'est qu'il y a vraiment deux populations qui vivent ensemble et qui ont des visions et des rapports à la forêt très différents. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir un mode de vie beaucoup plus urbain, parce que c'est des gens qui ont un mode de vie périurbain, donc qui sont avec des mobilités pendulaires, qui vont sur Bordeaux, et donc qui sont beaucoup plus dans des pratiques récréatives de la forêt. Alors, voilà, on va se promener, on va cueillir des champignons, qui sont plus dans la consommation d'un paysage. On va dire ça globalement. Et de l'autre côté, on a des propriétaires forestiers très ancrés sur leur territoire, plus âgés aussi, hein, avec un socle propriétaire forestier. Le groupe social des propriétaires est très vieillissant.
Voilà, quand on va dans les réunions des forêts, sur la forêt, c'est rare qu'il y ait quelqu'un de moins de 50 ans, voire 60. Hein, c'est très vieillissant comme milieu. Et eux, ils sont beaucoup plus dans un espace économique, en fait. La forêt comme espace de production. Et ils sont beaucoup plus attachés à un mode de vie rural. Et ils perçoivent la forêt vraiment comme la conservation. Il y a aussi la transmission aux familles d'un héritage. Et c'est un peu le propre, je dirais, du périurbain. Tu as rappelé, c'est vrai, les travaux d'Éric Charme. Éric Charme, justement, par contre, directement montre justement ça, c'est que dans le périurbain, il se joue beaucoup de choses parce qu'il y a des populations plus anciennes qui, en fait, sont héritières d'un mode de vie plus rural et d'autres qui arrivent et qui ont un mode de vie beaucoup plus urbain. Et à Belin-Belay, c'est exactement cette configuration-là. Et le rapport à la forêt aussi est très différent. Et donc, la critique qui est en train de naître localement, elle vient de ces nouveaux habitants. En fait, elle vient de ces nouveaux habitants. Et donc, quand je vous ai mis la citation de la femme qui dit les pins sont plantés trop près de la forêt, c'est vraiment de ces lotissements-là, en fait, que ça provient. C'était avec toi, Eric, on était allé à Mano, dans un endroit, à Mano, vraiment paumé, côté des Landes, dans un nouveau lotissement qui se construisait, parce que Belin-Bellier même devient trop cher, et donc les lotissements se déportent encore plus loin dans des villages qui étaient encore, il n'y a pas si longtemps, assez enclavés, en fait, hein, vraiment au milieu de la forêt. Et donc, il y a un rapport aussi à la forêt qui est différent, c'est-à-dire que je pense que ces nouveaux habitants ne voyaient pas du tout la forêt, en tout cas c'est une des hypothèses dans le POPSU, c'est que ces habitants ne voyaient pas du tout la forêt comme une menace, et aujourd'hui il y a vraiment une crainte. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai senti dans la parole des habitants, c'était vraiment une crainte, une peur. En tout cas, la réunion publique d'octobre 2022, je me souviens, quelqu'un à un moment donné, après la parole, il disait bah oui, en fait, les Canadiens sont partis et nous on est restés là comme des cons, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? La forêt est toujours là, il peut toujours brûler. Donc je vois qu'il y avait vraiment beaucoup de craintes, et je dirais qu'il y a une population, voilà, qui est quand même traversée par beaucoup de doutes au sujet de cette forêt. Et donc la critique des écologistes, elle trouve écho en fait de plus en plus chez ces nouvelles populations. Et là, je vous ai mis une petite caricature, voilà, de la forêt landaise qui est ravagée. C'est Paris, il demande si les pins auront repoussé pour cet été. Voilà, bien la critique locale de la province qui critique les Parisiens qui n'y connaissent rien à la forêt, que je trouve assez emblématique quoi, du rapport entre les provinciaux et les Parisiens. Enfin. Mais ça marche aussi avec les Bordelais. Enfin. Et donc, une des personnalités qui critique la forêt landaise nationalement, bah, c'est Francis Salé, en tout cas, que vous connaissez sans doute, et qui a fait une tribune dans Le Monde le 15 août 2020. Et Francis Salé qui est connu parce qu'il veut replanter, enfin, qu'il veut faire une forêt primaire dans les Ardennes. Enfin, ça, c'est une autre histoire tout à fait passionnante aussi. Bon, enfin, c'est ce même monsieur voilà, qui veut une forêt primaire en Europe. Et donc, il a écrit une tribune dans Le Monde qui s'intitule « Ne prenons plus les plantations d'arbres pour des forêts », et dans laquelle il dit « On parle de la forêt des Landes de Gascogne alors que c'est une plantation de pins, il s'agit d'arbres côte à côte, mais cela ne justifie pas de les confondre. Il est temps que c'est cette confusion. » Et donc, évidemment, Francis Allais, il se place du point comme un écologue, en fait. C'est vraiment un écologue pour lui, la forêt. La forêt, c'est la forêt tropicale, c'est la forêt primaire. Là aussi, ce terme de forêt primaire est tout à fait contestable. Mais donc, pour Francis Allais, les Landes, ce n'est pas une forêt, c'est un champ d'arbres. Ça, cette expression, elle revient beaucoup dans la bouche des écologistes. Mais si on peut être d'accord d'une certaine avec Francis Allais, oui, en effet, bah, la forêt des Landes, c'est une forêt cultivée, c'est une forêt plantée, mais ça reste une surface d'arbres. Faut voir Francis Allais, et là aussi, la bête noire des sylviculteurs, parce qu'il y a quand même une certaine violence quand même dans ce que dit Francis Allais. C'est-à-dire qu'il nie le sentiment d'appartenance forestier à des gens qui se perçoivent comme sylviculteurs. Et donc, il y a énormément de mépris, en tout cas, c'est ressenti comme tel localement, de la part justement d'urbains qui critiquent et nie l'identité de ces personnes-là, des personnes qui vivent localement en forêt. Donc il se joue vraiment un clivage important entre la ville et le rural. Voilà, cette critique écologiste, elle vient aussi, elle vient s'articuler aussi à ce sentiment
de mépris que ressentent en fait les gens du périurbain à Belin-Meudon. Et donc je trouve que cette tribune de Francis Allais est assez emblématique. Néanmoins, évidemment, que cette critique de Francis Allais, elle s'appuie sur des faits scientifiques et des faits d'écologues, notamment ce que je vous ai décrit sur la structure pyrocène de la forêt. Donc la critique scientifique des écologues, on la retrouve notamment dans un article de Christophe Carcaillé, Thibaut Fréjaville du 1er novembre 2022, donc juste après les incendies, qui rappelle les faits scientifiques de l'écologie. Et là, en fait, l'écologie est très intéressante pour comprendre en fait pourquoi ça brûle. Il nous rappelle qu'un feu de forêt, un feu peu sévère, pourra être avantageux en améliorant les lits de semences de plantules, en augmentant la productivité des forêts. Bon, il nous rappelle ce que beaucoup savent, mais que, évidemment, l'écobuage, ce qu'on appelle l'écobuage, justement en forêt méditerranéenne, permet de régénérer les sols et permet d'augmenter la productivité de ces sols. Et donc, ce vaste territoire forestier inflammable, que sont les Landes, nécessite d'être morcelé et hétérogène, et pas seulement par l'alternance de boisements d'âges différents, suivez mon regard bocage, il faut de vieilles forêts dont la canopée dense réduit le sous-bois inflammable tout en maintenant de l'humidité, parce qu'évidemment, il faut maintenir l'humidité. Il y a ce qu'on appelle le triangle du feu, c'est-à-dire la règle des 3,30. Voilà, la règle des 3,30. Il faut qu'il y ait une température de plus de 30 degrés, un taux d'humidité de moins de 30% et un vent de plus de 30 km/h pour qu'un feu se déclenche. Alors là, laisse tomber, il faisait 43 degrés, le taux d'humidité était à 5% et un vent est arrivé à 50. Alors, voilà, donc évidemment que le triangle du feu était largement dépassé. Et donc, c'est juste sur la question d'humidité, en fait, les forêts sont très sèches. Les forêts sont très très sèches parce que il n'y a pas de sous-bois. En fait, il n'y a pas de sous-bois, donc c'est très sec en fait au sol. L'uniformisation des plantations de pins implique des risques de propagation du feu. Bon, ben ça voilà, il le rappelle. Il rappelle évidemment que cette structure du massif est pyrocène. Cela implique non seulement la création de vastes coupe-feux entretenus, qu'on pourrait appeler des lisières, mais aussi l'alternance de peuplements de nature différente, en composition d'espèces. Vous voyez, il faut les deux. Il faudrait la lisière et la mixité des essences. Des forêts plus naturelles, mixtes, de chênes sessiles, des espèces feuillues moins inflammables, parce que rappelons que le conifère est plus inflammable que le feuillu, donc bon, voilà, là aussi ça rajoute en caractère pyrocène, pour retrouver une biodiversité évidemment aujourd'hui érotée et fragmentée. Donc là, il nous rappelle évidemment quelques vérités sur l'importance qu'il faudrait faire pour éviter le feu. Mais vous voyez bien que ces mesures préconisées par les écologues entrent directement en conflit avec les objectifs économiques poursuivis par la forêt landaise, puisque pour la forêt landaise, il ne faut qu'une seule essence, puisque on fait du bois de papier. C'est la papeterie, c'est Smurfit Kappa. Si vous avez pris le train Arcachon, vous avez senti l'odeur à l'arrêt Facture Biganos. Smurfit Kappa, qui est la grande papeterie de structuration qui en fait transforme ce pain maritime en colis. Aujourd'hui, maintenant, en fait, ça fait des palettes de papier. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Avant, il y avait les pins étaient plus âgés, on laissait les pins grandir. Et ça pouvait faire parfois un peu des choses. Il peut y avoir des finisses, enfin, il peut y avoir des débouchés un peu plus nobles. Là, oui, de la menuiserie, oui, tout à fait. Il n'y a plus du tout de les petites scieries enfermées. Aujourd'hui, c'est la grosse usine Smurfit Kappa qui fait des cartons d'emballage pour vos colis. C'est vraiment vers ce modèle-là qu'on va. Il y a même certains militants écologistes qui appellent la forêt des Landes la forêt Amazon. Parce qu'en fait, c'est la forêt des colis Amazon. Et c'est vrai qu'on va de plus en plus vers ce modèle-là. Donc ça, c'est la critique des écologistes. Cette polémique, justement, cette controverse, on va dire plutôt, cette controverse scientifique sur le pain maritime, sur les essences, sur qu'est-ce qu'il faut faire, sur cette forêt, en fait, ça m'a rappelé que, en fait, il y a toujours eu des controverses scientifiques dans la forêt landaise, mais que ces controverses ont disparu avec le temps, ont disparu depuis 1949, parce que je suis allé dans les archives et après-guerre, il y a eu énormément de controverses scientifiques, notamment d'un géographe qui s'appelait Louis Papy, qui était là, à Bordeaux,
et qui déjà se posaient ces questions-là de mixité des essences. En fait, ces débats ont déjà été faits et on reproduit ces mêmes controverses. Sauf qu'en fait, cette mémoire du feu a disparu depuis 49, parce que qui est là aujourd'hui pour se souvenir des incendies de 49? Enfin, moi, mes grands-parents, ils étaient là en 49, ouais, ils se souviennent de la forêt, mais bon, vous voyez, ils sont dans le groupe des vieux propriétaires, et aujourd'hui, ils sont complètement minoritaires dans la démographie par rapport à tous les nouveaux habitants de Belin-Belin. Donc, donc oui, évidemment, cette mémoire du feu a disparu. Mais en fait, cette mémoire du feu, elle est même encore plus ancienne parce que, évidemment, elle date des grands incendies de 49, mais elle est encore plus ancienne parce que cette forêt, et c'est ce que, il n'y a pas que moi qui le montre, cette forêt, en fait, cette forêt est née contre le feu. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que les incendies, cette forêt, quand elle a été plantée, les bergers ont allumé des incendies contre le pin. Parce qu'en fait, le pin venait les coloniser. Hein, c'était une colonisation. Julien Albi parle de colonisation intérieure à juste titre. Ça a été une colonisation intérieure, cette plantation de pin contre la civilisation pastorale, multiséculaire des bergers des Landes. Et donc, quand il a été décidé de planter cette forêt au XIXe siècle, les bergers ont brûlé, en fait, ont brûlé les pins. Et donc, il y avait des rapports de police, voilà, qui disaient bah, les bergers brûlent nos pins, parce qu'en fait, ils essayaient de se défendre, contre bah, les intérêts privés, les investisseurs qui arrivaient et qui privatisaient les territoires communaux, en fait, les terres communales. Donc, ouais, il y a une mémoire du feu qui hante, en fait, pour moi, un peu la forêt. Il y a une sorte d'impensé, hein, il y a un peu un impensé sur le feu. C'est-à-dire le fait qu'ils ne veulent pas qu'il y ait, qu'aujourd'hui, les forestiers ne veulent pas qu'il y ait une flamme, finalement, qui se déclenche. Voilà, c'est quelque chose qui est très ancré dans cette forêt-là, parce qu'elle elle s'est construite sur l'interdiction du feu, en fait, cette forêt landaise. Et donc, ce que je montre aujourd'hui, enfin, en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est que la forêt landaise s'est construite contre le feu. On pourrait se demander si aujourd'hui, cette position anti-feu, anti-incendie, mais voilà, presque extrême, se fait pas au détriment des populations à risque. Et donc, il y a évidemment un tabou dans cette forêt, c'est le tabou d'une forêt qui est non productive. C'est-à-dire d'être comme en forêt méditerranéenne, avec une forêt qui n'est pas du tout économique en Méditerranée, en tout cas très peu. C'est pour ça qu'ils laissent brûler aussi en Méditerranée, parce qu'en fait, ça vaut pas grand-chose. Donc, on peut laisser brûler un versant. Et finalement, on contrôle mieux les incendies en Méditerranée qu'on le contrôle dans les Landes. Alors que ça paraît plus spectaculaire. On se dit, ah bah oui, tiens, le Var a encore brûlé cet été. Bon. Oui, Manel, ça paraît un peu contre-intuitif. Ça paraît contre-intuitif, mais justement, ce que disent les écologues, je crois que je le dis juste après, en fait, il faut que ça brûle. En fait, il faut des petits incendies pour éviter les grands incendies. Et je crois que je le dis juste après. J'en reparlerai justement sur ça, mais ce que montrent les écologues, c'est qu'en fait, il faut brûler un petit peu, sinon après, en fait, c'est une sorte de bombe à retardement. Et en fait, les Landes, c'est une gigantesque bombe à retardement. C'est que plus on arrête le feu, et plus on prépare les grands incendies du futur. Et 2022, c'est ça, en fait. C'est aussi la conséquence du fait d'avoir arrêté les incendies pendant 70 ans. Alors ça, pour la défi, ça passe pas du tout. Si on leur dit ça, oui, c'est... Depuis Nolbo, si on dit ça, je pense qu'il n'accepterait pas. Mais en tout cas, c'est ce que montrent les écologues. C'est-à-dire que pour qu'une forêt puisse être résiliente, pour le coup, au sens écologique du terme, eh bien, il faut qu'elle brûle un peu. C'est ce que montre justement Joël Zask dans son livre Quand la forêt brûle. Et c'est l'écobuage, toutes les pratiques ancestrales du rapport au feu des sociétés pastorales s'appuient sur ça. Et ils le savaient, voilà, il y a des savoirs vernaculaires sur le fait de brûler un peu la forêt pour se protéger en fait et cultiver. Donc là, j'avais mis cette petite diapositive où on a lancé cette recherche, habiter les cendres. Là, vous voyez, c'est l'adjoint au maire, et là, c'est Eric Chaudier de dos. Himself, et on a lancé et Jean-Baptiste Marie, himself de dos, très reconnaissable, c'était le seul qui portait la cravate, à Belin-Bellier. Par 35 degrés dans le octobre. Et oui, il faisait chaud, il faisait très chaud pour un 12 octobre.
Et donc, voilà, on a les collectivités, le département avec nous, parce que c'est eux qui ont la compétence du SDIS, des pompiers. Donc, le fait d'avoir le département comme partenaire, ça nous aide vraiment bien parce que on a un accès facilité pour les entretiens avec les pompiers, les données aussi, les données avec les pompiers, ça nous aide bien. On a l'équipe scientifique, voilà, donc je les ai mis. Là, il y a les géographes de Bordeaux, peut-être que vous en connaissez, André Fiodecoyo, Laura Corsi qui vient d'arriver, Eric Charme qui est mon directeur, Romain Mello qui est mon co-directeur en sociologie du droit, et Joël Zasque en philosophie, et Eric Choucault. Voilà. Et Véronique qui est avec moi en géographie. Et donc voilà, on a lancé ce programme de recherche-action à Belin-Bellier, qui est voilà, une collectivité très demandeuse, désireuse en fait de savoir en fait comment aménager. Enfin, sincèrement, hein, vraiment sincèrement, comment on aménage. Ils sont assez ouverts. Hein. Enfin, la mairie de Belin-Bellier est assez ouverte aux expérimentations, aux réflexions en tout cas sur l'aménagement de la forêt. Le problème, c'est que, enfin, ils le savent, je pense, en tout cas, parce que je leur ai pas dit, mais c'est que ils n'ont pas la main en fait. Enfin, ils ont très peu la main sur cette forêt. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion de cette forêt, elle appartient à Alliance Forêt Bois, elle appartient aux propriétaires forestiers, elle échappe beaucoup aux politiques en fait. Les pouvoirs politiques ont assez peu de prise sur cette forêt landaise, qui est en fait gérée en grande partie par des acteurs privés. Il n'y a que la partie de la forêt domaniale sur le littoral qui est gérée par l'ONF, mais sinon tout le massif landais est privé. Donc en termes de politique forestière, l'État est beaucoup plus impliqué dans l'agriculture qu'en matière de forêt. L'État est très peu présent en fait dans le milieu de la forêt. Donc voilà, il n'y a que le département qui a les pompiers pour éteindre le feu. Mais bon, on travaille ensemble pour voir voilà, comment on peut réfléchir à d'autres aménagements. Et donc au niveau national, il faut voir évidemment que cet événement dans les Landes a eu un retentissement national. Et donc il y a eu une loi sur les OLD, les politiques publiques qui sont faites en réaction aux incendies de 2022. Il y a eu le rappel des OLD, des obligations légales de débroussaillement, pour qu'on respecte finalement ce modèle très ancien qui était l'Arial, que rappelait justement Eric. L'Arial, c'est cette maison landaise traditionnelle avec une clairière tout autour, justement, qui permet d'éviter, qui permet de se protéger en fait, hein, qui permet de se protéger. Et c'est assez frappant parce qu'il y a un aréal justement à Belin-Bellier qui est intact. Enfin, une maison au milieu d'un aréal qui est complètement intact parce que l'aréal a fonctionné. Dans la forêt de la Tête de Buch, c'est le cas aussi. Ça a brûlé tout autour. Il y a la cabane au milieu de l'aréal qui est intacte. Bon, parfois il y a des cabanes qui ont brûlé. Hein. L'aréal n'est pas non plus invincible, mais en tout cas, c'est la lisière. En fait, c'est toujours le même principe de la lisière. Donc voilà, il y a un rappel des OLD, mais il y a eu un amendement de la députée du bassin d'Arcachon sur le fait que ces OLD étaient finalement facultatives. Voilà, moi je la fais court, mais c'est ça. Donc bon, sur la question des assurances, il y a quelque chose qui s'est joué aussi. Le gouvernement a lancé en réaction la météo des forêts, sur le lancement de la météo des forêts. Bon, c'est plus de l'information en fait, c'est plus de l'information qui n'aide pas. Enfin voilà, pour moi c'est un peu comme les caméras, c'est-à-dire qu'on essaie de produire de l'information, on essaie de produire du discours pour rassurer les gens en disant ouais, on fait des choses, mais bon, la météo des forêts ne permettra pas d'arrêter un incendie. Ils prennent juste en fait le triangle du feu. Et regarde, ils font tout bêtement le triangle du feu. Ils regardent le vent, la température, le taux d'humidité, et ils placent en fonction des couleurs selon ces trois critères. Donc là je vais rajouter la trame rouge, parce que dans le cadre de Topsu, justement avec Vincent qui est un stagiaire, il est en train de réaliser une trame rouge, c'est-à-dire une cartographie de l'ensemble du réseau viaire en forêt, et on s'appuie notamment sur la base du GIP Atégéry et la base Pigma. Bon, je ne sais pas s'il y a l'école d'archi, les paysages qui ont travaillé avec eux, mais bon, en tout cas nous on va travailler avec cette base-là du réseau viaire, parce qu'en fait on essaie d'avoir une approche globale de tous les réseaux à Belin-Bellier, donc en regroupant les pare-feux, donc là c'est la base de données de la DFCI, les chemins vicinaux, donc ça c'est la mairie, mais aussi le département a des données, le PNR, enfin chacun a un petit peu sa base de données selon le droit et selon qui s'occupe de quel chemin, mais en fait les pompiers n'ont pas une vision globale de l'ensemble des chemins et des pare-feux sur lesquels intervenir. Donc on a lancé ce concept de trame rouge
Je sais pas, j'ai trouvé le nom sympa, trame rouge pour les incendies. Ça fait écho, trame vert, trame bleu. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une trame rouge. Donc on lance ça. Bon, le problème, c'est que son état de l'art, ben, il n'y a rien à dire. Il y a pas, ça n'existe pas encore. Mais donc voilà, on est en train de lancer une méthode, un prototype de méthode qui pourrait être reproductible dans les communes forestières pour au moins que les communes sachent et une connaissance des pare-feux, au moins voilà, on essaie en scientifique de travailler à la connaissance et donc si au moins ça peut permettre aux mairies de les aider pour intervenir au moment d'un incendie. Voilà, j'espère que ça servira. Et donc, le travail a lieu en ce moment. C'est la semaine prochaine, d'ailleurs, qui vient vous l'envoyer. Mais ce qui m'intéresse aussi, qu'est-ce qui s'est passé en réaction au feu? Bon, je ne vais pas vous lire tout dans le détail parce que c'est assez complexe, même si c'est passionnant. C'est qu'il y a eu une loi en juillet 2023 sur les feux de forêt, en fait, sur la question du risque feu de forêt. Je ne sais plus quel était le nom exact. Voilà, contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Bon, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, en fait, c'est la section financer la reconstitution des forêts plus résilientes après un incendie, où en fait, pour la faire court, on pousse les propriétaires forestiers vers les assurances. C'est-à-dire que la forêt n'était pas assurée contre les incendies, et donc comme après la tempête Klaus, les assurances, les agences d'assurance sont arrivés pour vendre leurs assurances contre la tempête, et bien là c'est exactement la même chose. Les assurances sont arrivées pour vendre les assurances contre les incendies. Et donc la loi de 2023 leur donne un petit coup de pouce, enfin en tout cas leur fait un petit avantage avec une épargne, enfin bon, qui facilite l'accès justement à ces assurances contre les incendies. Mais en fait, ce qui m'intéresse derrière, c'est qu'il y a vraiment tout un marché aussi qui se développe d'assurance contre les incendies. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés là-dessus, de marché des assurances contre les risques et contre les catastrophes naturelles. Et donc là, par exemple, l'incendie de 2022 est assez emblématique aussi de cette financiarisation des catastrophes naturelles. Et donc, vous avez alors là, vraiment, dans un laps de temps assez court, le 10 juillet, vous avez la loi qui est votée, et le 10 juillet, la loi est votée, et le 18 juillet, une semaine après, AXA qui lance son nouveau service de prévention du risque feu de forêt pour les entreprises en France. Vous voyez, enfin, vraiment là, c'est téléphoné, quoi. Et avec Kairos, voilà, qui est une start-up qui modélise, ouais, Kairos, je l'ai bien nommé, qui modélise les risques et produit de la big data sur l'environnement. Quand je vous dis ça crée un marché, c'est qu'en fait vous avez plein de producteurs de données qui vendent ensuite ces données-là aux assureurs, qui ensuite vendent leurs assurances aux propriétaires. Vous voyez, vous avez tout un marché en fait de l'incendie qui se développe suite à ces risques feux de forêt. Évidemment, bon, les propriétaires signent, puisqu'en fait, on les pousse à signer et qu'ils ont délégué déjà la quasi-entièreté de leur gestion à Alliance Forêt-Bois. C'est surtout Alliance qui les pousse. Enfin, voilà. Là, il y a des liens entre les propriétaires, Alliance et les assurances qui sont très intéressantes à étudier. Mais je ne pourrais pas en donner plus de résultats parce que justement, avec Léonore, la deuxième stagiaire, on est en train de faire un mémoire de recherche sur Alliance Forêt-Bois, pour comprendre comment fonctionne le système Alliance Forêt-Bois et comment c'est eux finalement qui gèrent la forêt à la place comment les propriétaires leur ont délégué la gestion et comment le public met au service d'Alliance la gestion et en quoi les pouvoirs publics ont assez peu de prise. Donc cette financiarisation, pour moi, elle est assez emblématique d'une bascule d'un modèle économique où en fait le capitalisme landais de la fin du 19e siècle, qui s'appuyait sur l'affirmation très forte de la valeur foncière, c'est-à-dire que le propriétaire avait des revenus directement du chômage, notamment, bon, c'est ce qui s'est arrêté dans les années 70, mais il y avait une diversité quand même de l'exploitation, il n'y avait pas que le bois, il y avait aussi le gémage qui avait une grande source de revenus. Et en fait, finalement, les propriétaires tirent de moins en moins de revenus de cette forêt landaise, parce que comme je vous dis, comme c'est des colis, que le bois ne coûte pas si cher que ça, finalement,
il y a une bascule de modèle économique où ceux qui se font le plus d'argent, c'est pas tellement les propriétaires, mais plus les assureurs, la valeur foncière. Enfin, c'est là où il y a quelque chose qui est un peu en train de se jouer. C'est pour ça qu'on parle de financiarisation et où les propriétaires sont en quelque sorte un peu dépossédés de leur propre propriété par des gens qui sont, par des acteurs privés qui sont au-dessus d'eux. Avec l'État qui délaisse son rôle d'assureur en dernier ressort pour le confier peu à peu aux acteurs de la finance. C'est-à-dire qu'en 99, lors de la tempête, oui, j'ai parlé de 2009, mais il y a eu une tempête en 99, enfin, vous savez si vous êtes bordelais, on s'en souvient, hein, la tempête de 99, l'État avait assuré. L'État avait joué son rôle d'assureur en dernier ressort. Il ne l'a pas fait en 2022 parce qu'il a fait cette loi à la place. À la place, il a dit, bon, ben, allez voir les assureurs, nous, c'est pas notre problème. Et donc, c'est ce que je vous disais, les incendies permettent la création d'un marché du risque feu de forêt, et c'est ce qui est en train, c'est ce qui se constitue progressivement là depuis les incendies. Et donc, ce qu'on observe, et moi, ça m'intéresserait beaucoup d'étudier ça après, c'est en fait le déclin des petits propriétaires terriens au profit des banques et fonds d'investissement, puisqu'on a une multiplication des groupements forestiers d'investissement, qu'on appelle les GFI, qui ont été créés par une loi de Macron, je crois, en 2018, je crois. Et donc, les groupements forestiers d'investissement deviennent les nouveaux propriétaires de la forêt au détriment de ces petits propriétaires forestiers vieillissants qui ne transmettent pas forcément leur propriété à leur famille. Donc finalement, la forêt landaise, évidemment, il y a un risque feu de forêt, enfin, il y a un marché du risque de feu de forêt, mais c'est aussi un espace d'investissement dans le cadre des marchés carbone et de la compensation écologique. C'est-à-dire que Bingo, Alliance Forêt-Loire, qui est toujours bien placée, a signé un accord avec Orange, peut-être pour rappeler comment ça marche la compensation carbone pour les gens. En fait, vous avez un seuil, enfin, vous avez un équilibre, et donc vous avez, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc, si tu dépasses le seuil, tu dois acheter des crédits qui permettent de compenser les émissions par rapport à un seuil défini. Donc, Total, alors lui, il dépasse largement ce seuil, mais comme ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent largement compenser. Bon, mais Orange, il se trouve qu'eux aussi, voilà, eux aussi, ils dépassent le seuil, et donc, pour acheter sur le marché carbone des crédits carbone, il faut en acheter à ceux qui en ont. Et qui a des crédits carbone? Eh bien, les propriétaires forestiers. Parce que quand vous êtes propriétaire forestier labellisé PEFC, enfin, on vous passe les détails, vous avez droit à des crédits carbone que vous pouvez vendre à des acteurs, à des gens à des pollueurs. Et donc, c'est comme ça que, finalement, la forêt landaise devient très attractive dans le cadre de ces marchés carbone et de cette compensation écologique. Et donc, l'opérateur de télécommunications Orange nous apprend le journal Sud-Ouest, signe avec la coopérative forestière girondine un contrat visant au reboisement de 175 hectares de forêt endommagées. Alors oui, c'était avant l'incendie, ça. Objectif pour Orange, compenser 20% de ses émissions de gaz à effet de serre incompressibles. Alors, ça, le Sud-Ouest, là, on ne comprend pas bien de quoi il s'agit, mais compenser 20% de ses émissions de gaz à effet de serre incompressibles, oui, en fait, c'est juste respecter la loi de la compensation carbone. En fait, c'est juste ça, en fait, ce que nous dit le Sud-Ouest. Ces démarches label bas carbone donnent à la filière bois l'opportunité de financer autrement que par la seule vente de bois, le reboisement. Bon, en gros, la financiarisation. C'est vraiment ce que nous dit le Sud-Ouest. Alors, c'est assez marrant, ces démarches label bas carbone, parce qu'en fait, les pollueurs qui respectent la loi de la compensation, on leur donne le label bas carbone. Bon, alors qu'en fait, c'est juste le respect de la loi, quoi. Enfin, alors qu'ils ne font pas du tout bas carbone, c'est juste qu'ils ont respecté la loi de la compensation. Et donc, voilà, vous avez le directeur d'Alliance Forêt-Bois qui a signé avec Orange en 2021. Donc, on va vraiment vers ça. C'est pour moi l'occasion aussi de parler de ces dynamiques économiques qui sont assez importantes parce que finalement l'incendie est aussi un révélateur de ces démarches de fond et en fait même c'est un accélérateur. Vous voyez, en fait, ce marché de risque feu de forêt, ça accélère en fait la financiarisation, ce qui n'est pas sans poser des contradictions comme on l'a vu. Donc en conclusion, excusez-moi, je crois que j'ai fait vraiment trop, ouais, longueur et demie. En conclusion, on peut dire que la forêt des Landes est à la croisée des chemins, pour prendre une expression de géographe. Un peu tout, rien dire, mais bon. Ça veut dire que les choses restent ouvertes et que tout reste toujours ouvert, mais qu'on sait quand même qu'avec l'accélération climatique, on va vers des sécheresses et des températures de plus en plus élevées, et donc des risques de feux de forêt de plus en plus importants.
Euh, dans ce contexte-là, on peut dire, comme je vous l'ai dit, que quand même le lotissement avait été désigné comme le principal responsable en fait de l'incendie et que l'urbanisation croissante cherche à être de plus en plus régulée. C'est le sens aussi de la loi zéro artificialisation nette du ZAN, signée le 20 juillet 2023. Vous voyez, c'est joué beaucoup de choses hein, finalement en juillet 2023. On a eu la loi sur de la forêt et aussi la loi ZAN. Donc, si l'urbanisation croissante est vraiment a été prise en compte par les politiques publiques, on peut dire que du côté de la sylviculture, rien ne change vraiment. En tout cas, même s'il y a si le discours a un peu évolué, il y a quand même une poursuite de la sylviculture productiviste parce que les pins ont commencé à être replantés et même avant, quand il y a un incendie, on dit souvent qu'il faut laisser le sol se reposer au moins pendant 2 ans. Voilà. Les Landais, il y en a qui n'ont pas voulu attendre, qui sont allés comme des bourrins, qui ont replanté tout de suite. Donc d'ailleurs, ça choque certains propriétaires. En fait, les propriétaires ne sont pas non plus homogènes. Il y a le bon propriétaire, il y a le mauvais propriétaire. Le mauvais propriétaire, c'est celui qui va replanter tout de suite, après l'incendie, sans tenir compte justement des cycles du sol. Bon, malgré évidemment ces différences, le modèle économique de la sylviculture productiviste n'est pas modifié, puisque le directeur général d'Alliance Forêt-Bois a déclaré là récemment qu'une forêt gérée, c'est moins de risques incendie. Donc, je vous laisse sur cette phrase qui évidemment est sujet à controverse, comme vous l'aurez compris. Je ne vais pas parler du photovoltaïque, Eric en a parlé, c'est un autre débat aussi. Les investisseurs du photovoltaïque qui essaient de s'approprier les parcelles brûlées parce que eux, justement, c'est assez marrant le discours des acteurs du photovoltaïque parce qu'ils reprennent complètement le discours des écolos sur la critique de la forêt landaise en disant ben oui, c'est la forêt landaise, il faut arrêter. Hein. Et en disant, ben voilà, à la place sur les parcelles brûlées, on va mettre du photovoltaïque. Et donc, par exemple, le maire de Landiras et le maire d'Austins sont obligés à chaque fois de renvoyer à la porte les démarcheurs, en fait, qui essaient d'arriver. Mais bon, parfois, ils parviennent à s'implanter, puisque, comme enfin, quand on avait vu ensemble sur le terrain, il y avait des photovoltaïques assez récents, là, du côté d'Austins, qui s'étaient implantés, je pense, même après l'incendie. Donc, malgré la petite résistance des maires du Sud-Gironde, il y a aussi le photovoltaïque qui pousse de plus en plus aussi sa partition. Et le lobby forestier landais est quand même assez puissant et donc maintient ses positions. Bon, j'avais mis une bibliographie indicative également avec des références sur la forêt landaise. Je vous remercie pour cette conférence. Et je suis ouvert pour vos questions. Merci beaucoup, Arthur. Cette communication tout à fait très riche, c'est passionnante et puis qui montre tous ces multifacteurs, tous les enjeux humains, en termes de sciences du danger, en termes économiques évidemment, qui traversent l'événement des incendies. Moi, j'ai des questions d'anthropologie, mais peut-être qu'on peut prendre des questions d'assistance. Oui. J'avais une question. Finalement, est-ce que c'est si grave que ça Est-ce que c'est si grave que ça ait brûlé? Que ça ait brûlé, bah, ça dépend du point de vue de qui. Ça dépend du point de vue de qui. Pour le propriétaire forestier, il va te dire, bah oui, c'est très grave parce que j'ai perdu mon patrimoine, enfin, concrètement. L'écologue va te dire, bah non, c'est très bien, ça régénère le sol. Bah tiens, le photovoltaïque va te dire, bah oui, tiens, c'est très chouette, ça donne une opportunité. Donc, sur la perte du patrimoine, on a une indication à peu près, avec une souscription aux assurances. Ah ouais. À combien faire un exploitant forestier Ben, en fait, ça dépend la taille en fait de la parcelle, ça dépend de l'âge aussi des pins, ça dépend de beaucoup de facteurs combien perd. Mais en fait, oui, il perd gros quand même. Il perd gros. S'il arrive quasiment à la fin, parfois si ces pins sont quasiment à maturité et que l'incendie arrive et il prend tout, bah oui, il perd tout. Ouais, Ouais, mais à la fin, il dit que finalement, par les investissements du privé, par la compensation, ils ne vont pas perdre pour ça, ils vont tout gagner avec la compensation. Et c'est ça, mais en fait, ça j'avais une autre question sur la compensation. C'est que la compensation, c'est sur la conquête
le stockage de carbone. Alors là, il s'agit juste de reconstruire ce qui stockait déjà du carbone. C'est ça, l'impression qu'on est à la marge, en fait, les règles de compensation. En fait, sur les règles de compensation, il y en a plusieurs. Les règles de compensation, en fait, parfois, tu peux juste être propriétaire forestier, ça te donne droit à des crédits, en fait. Juste le simple fait d'avoir propriétaire d'une forêt labellisée PEFC, FSC, pardon, il y a d'autres labels, ça te donne droit à des crédits. Après, il y a des dispositifs spéciaux, par exemple le fait de ne pas toucher à ta plantation pendant 30 ans. Ça donne droit justement à des crédits carbone d'un particulier sur le fait de ne pas toucher à sa parcelle pendant 30 ans. Évidemment, la plupart vont faire ça parce que après une forêt brûlée, de toute façon, tu laisses planter pendant 30 ans. Après, il y a aussi d'autres dispositifs comme le fait de planter sur une parcelle qui n'était pas forestière. Tu vois, la replantation, en tout cas, ou la plantation simple. En fait, il y a multiples dispositifs qui sont plus ou moins avantageux pour les propriétaires. Et justement, ce que je montre, c'est que comme maintenant, ça va devenir avantageux de posséder une forêt, non pas pour son bois, mais pour les crédits qu'elle rapporte, c'est pour ça qu'on a un changement des propriétaires aujourd'hui. Et qu'il y a de plus en plus de groupements forestiers d'investissement. Et une de mes hypothèses, c'est que ces groupements forestiers d'investissement, c'est des actionnaires, en fait. Ils ne vivent pas sur place. Alors que là, dans les Landes, les gens se connaissent. Ouais, il faut que je fasse un entretien avec un propriétaire, je regarde le cadastre, qui sait, je vais lui rendre visite, il habite généralement à Bordeaux ou à côté. Là, les groupements forestiers d'investissement, c'est des gens qui sont assez éloignés et à mon avis, ce changement de propriétaire, ça peut être en faveur de la poursuite du modèle productiviste. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que ces propriétaires forestiers qui vivent sur place, avec ces nouveaux habitants qui sont sensibles à la forêt, eux aussi, ils ne sont pas imperméables, ces propriétaires forestiers. Ils ne sont pas non plus à garder les pins jusqu'au bout. Eux aussi, ils évoluent. Ils entendent, ils disent, ah ben oui, peut-être qu'on pourrait faire autrement. Belin de dit, voilà, ils se posent des questions. Ils disent, tiens, peut-être qu'on pourrait faire autrement. Tiens, bah ouais, bocage. Ils sont imperméables, enfin, ils sont perméables justement à peut-être à un autre modèle forestier. Alors que si c'est un groupement forestier d'investissement, lui, il s'en fiche. Il vit pas là. Le propriétaire forestier, il y a encore beaucoup qui vivent là. Donc, si à partir du moment où l'incendie va devenir un risque très important pour la majorité de la population, à quel point, tu vois, la population va pouvoir faire pression localement pour changer ce modèle-là. Moi, je pense que c'est possible quand on a des propriétaires forestiers qui vivent sur le territoire. Parce qu'ils sont directement confrontés à la forêt. C'est aussi des habitants, en fait, des propriétaires. Par contre, si les propriétaires sont des groupements forestiers d'investissement et qu'ils ne vivent pas là, tu vois, Alliance Forêt-Bois, eux, ça leur va très bien. Bah oui, si c'est des gens qui ne sont pas là, qu'on continue à planter des pins, et le problème, c'est que ça met des populations à risque. Enfin, les populations sont à risque, du coup. Et le responsable du syndicat des exploitants forestiers vit à Paris, je crois. Alors voilà, Il y super a des intéressant. contradictions. Il y a des contradictions parce que tu vois, Pinaudot a pris sa retraite à Paris. Comme Marais, ce serait Comme ironique, Marais, ça, ouais. Marais. Le président du syndicat de sylviculteurs, ouais. Tu vois, donc comme quoi, oui, voilà, après, dans le syndicat. Mais il y a des gros propriétaires, des petits. Oui. Une question à l'écran. Ah, Donc, il y a une question d'Olivier aussi. Ah. Ah oui, Damien Je Sens. leur demander de se présenter si vous avez la parole à des gens. Ah oui, Damien. Oui. Ah oui. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour. Je vois qu'il y a ma tête en gros plan, si vous voulez, je peux l'enlever, hein, c'est pas- Non, non. On va survivre. Faut mettre Ouais, bon, d'accord. notre galerie ou mosaïque. En haut à droite, Ah, ok. Affiché. galerie. Ouais, ben on peut prendre ta question, Damien. Voilà. Oui, alors en fait, moi, je me posais la question par rapport au rôle de l'État, justement, parce que tout à l'heure, tu as dit que l'État avait très peu de prise, étant donné que c'était essentiellement des propriétaires privés. Mais finalement, on voit avec cette logique de financiarisation que c'est l'État qui permet ça, en fait. C'est donc finalement derrière quand même une idéologie et puis une orientation, on va dire, plutôt globale de l'État, parce que s'il voulait, il pourrait très bien imposer aux propriétaires forestiers ou en tout cas aux coopératives qui gèrent les, les parcelles forestières d'alterner les replantations, d'intégrer dans les massifs de l'agriculture, des choses comme ça. Or, ils le font pas. Et ils pourraient aussi obliger les aménageurs, quand ils construisent des lotissements, de garder une zone non construite entre la lisière forestière. Et ça, ils le font pas non plus.
Donc, on voit qu'il y a quand même derrière tout ça une volonté de l'État déjà de se débarrasser un petit peu des problèmes et aussi de continuer cette logique un peu capitaliste, libérale sur le patrimoine entre guillemets naturel, quoi. Ensuite, il y avait une autre, pardon, j'avais une autre remarque, moi qui me pose question en fait, et j'avoue que j'ai pas de réponse, parce que tu as dit plusieurs fois que il y avait le tabou de la forêt productive, en fait. Mais dans les Landes, Non productive. oui, c'est ça, oui, pardon, non productive. Mais dans les Landes, en fait, ce sont des propriétaires qui investissent, qui ont mis de l'argent dans leur forêt. Et donc, si elle n'est pas productive, ça veut dire que c'est encore une fois le rôle de l'État, c'est-à-dire de racheter des parcelles pour faire autre chose, un peu comme ils font avec les zones de préemption dans les espaces naturels sensibles, comme à Austin. Et voilà, enfin, c'était ces réflexions que je voulais. Je vais te répondre assez rapidement, excuse-moi, Ouais. mais je puisse prendre d'autres Oui, questions. oui. Alors rapidement, le rôle de l'État, oui, en effet, le fait que l'État met en place les conditions possibles du déploiement, des conditions possibles du déploiement des activités économiques, on va dire ça. Tu vois, enfin bon, c'est effectivement l'État néolibéral, quoi. L'État met en place les conditions favorables au jeu du marché. Mais bon. Et après, sur le fait que l'État est quand même important, la loi de 1857 de Napoléon III oblige les propriétaires à planter des pins maritimes et uniquement des pins maritimes. Donc oui, en effet, l'État était très présent dès l'origine. Et d'ailleurs, il y a des propriétaires qui te rappellent toujours en disant: ah non, mais moi, je ne peux planter que des pins maritimes, c'est la loi de 1857. Là, d'ailleurs, c'est une bonne question. Il faudrait que je vérifie si cette loi est toujours d'actualité ou pas. Du coup, bocage, quid de bocage? Si c'est pour l'obligation de planter des pins, enfin, tu vois, merci pour la question. Et sur le tabou de la forêt non productive, c'est vrai que j'avais plutôt en tête par rapport à la forêt méditerranéenne ou à d'autres forêts qui ne sont pas productives, justement, où on laisse brûler des versants de montagne parce que la forêt n'est pas productive. Est-ce que dans les Landes, on ne peut pas aussi imaginer brûler certains endroits par prévention, comme on fait, en fait, comme le font les sapeurs forestiers en Corse. Tu vois, alors, évidemment, c'est pas du tout la même culture, c'est même la culture opposée, mais les choses évoluent puisque depuis cette année, il y a deux pompiers formés au feu tactique en Gironde depuis ces incendies de 2022. Donc voilà, les incendies de 2022, ça change aussi légèrement la perception du feu chez les pompiers. On reconnaît qu'en effet, le feu tactique peut être efficace. Donc on peut dire que Merci. c'est une avancée sur le fait, sur ce tabou de la forêt non productive. Merci Damien pour tes questions. Merci. Question de Olivier. Ouais, mais merci beaucoup en tout cas pour l'exposé. J'avais en tête la même question, mais pour les passer lorsque tu as évoqué forêt non productive, je pensais tout de suite évidemment à la financiarisation et au passage sur le marché carbone. C'est clair, et il est clair, tu as raison de dire que ça va de pair aussi avec une reconfiguration de l'État qu'on connaît depuis les années 90, qui est le mode néolibéral qu'on connaît dans le monde aussi, où l'État devient animateur, facilitateur pour donc c'est pas le privé contre l'État. Non, non, pas du tout. L'État n'est plus que le garde-chaume du capitalisme. Ouais. Je le disais dans notre langage à une autre époque. Et le facilitateur. Donc, oui, relativement intéressant cet aspect, parce que ça veut dire quand même aussi que c'est pas un tabou de la forêt productive, parce qu'au fond, c'est un autre mode de production et de reproduction du capital. Ouais. Donc, elle est quand même productive, même lorsqu'elle est sur le marché du bas de carbone. Mais là où c'est intéressant, c'est que partout aujourd'hui, on entend parler par les acteurs publics de renaturalisation. Et là, on se dit, bah oui, mais la renaturalisation, ça ne peut pas marcher parce que de toute façon, elle n'est pas naturelle, elle doit forcément être tenue, entretenue, etc. Et puis, il y a cette dimension productive, etc. Alors qu'on pourrait avoir ce discours-là, mais il ne marche pas. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que ça bouscule des représentations qui sont devenues un peu dominantes chez les acteurs urbains. La nature en ville, la renaturation, etc. Là, on voit bien que c'est un peu en braquage ce que je vais dire, mais parmi les autres questions que je me suis posées, c'est en écoutant, c'est la dimension usagère aussi de cette forêt. C'est quand même une spécificité de la forêt landaise, c'est que c'est une forêt usagère. Ça veut dire aussi qu'elle fonctionne, elle a un versant de son fonctionnement qui est un peu comme un espace public. Tout le monde peut y accéder, ramasser du bois, enfin, il y a des règles d'usage.
Ça, c'est très particulier, quoi. Donc, si, mais quid de cette dimension-là aujourd'hui, et quid aussi, par exemple, des chasseurs dans les Landes, qui reprennent cette forêt et qui s'en sentent d'une certaine façon un peu garants, parce qu'ils régulent la faune, etc. Parce que avec la question évidemment de la végétation, il se lie aussi la question de la faune. Du nombre de sangliers, de chevreuils qui traversent les routes, qui faisaient la une de Sud-Ouest la semaine dernière en disant comment on va faire, on est envahi par les sangliers, c'est les nouveaux envahisseurs, etc. Donc voilà, tous ces acteurs-là, ces acteurs un peu, ces acteurs usagers, quoi. Parce que les chasseurs sont propriétaires, ils sont usagers, et la dimension usagère de la forêt, en fait, est-ce qu'ils sont parlés par les intérêts des autres ou pas? Et évidemment, ça pose une question que tu as en filigrane dans ton propos, mais j'imagine que tu l'as proposé ailleurs, qui est celle de la structure de la propriété foncière. C'est-à-dire entre les grands groupes, les petits, et l'évolution de la structure de la propriété foncière. Parce que les vieux propriétaires vont léguer à leurs enfants une forêt dont ils n'ont pas grand-chose à faire peut-être. Et donc, il y a porte à parier qu'on va avoir une espèce d'opération de remembrement par le marché avec des énormes parcelles pour des gros groupes. On peut imaginer ça. Voilà, ça a commencé. Voilà, c'était un peu voilà, les réflexions que ça a mené avec cette interrogation quand même sur la dimension villagère qui est vraiment une singularité. Oui, mais merci de formuler même les choses comme ça, parce que comme je m'attelle sur la forêt usagère, j'avais de la tête de bûche et j'avais jamais, comment dire, pris l'adjectif pour parler de la forêt landaise. Mais oui, en effet, la forêt landaise est aussi usagère, et pas seulement économique. Et en fait, avec Eric, là, on discutait avant je rebondis là-dessus, d'une loi qui est passée en février 2023 sur la criminalisation de l'accès à la forêt. C'est passé un peu sous les radars, hein, pour ceux qui s'intéressent à la forêt. Depuis février 2023, un propriétaire forestier qui indique sur sa parcelle, avec un panneau propriété privée défense d'entrée, a le droit d'appeler la police afin de mettre une contravention aux personnes qui se trouveraient aux randonneurs, même aux usagers, en fait, à quelqu'un qui se trouverait sur sa parcelle forestière, et avec une amende à hauteur de 750 €. C'est quand même important. Donc cette loi a quand même été mise en application, pas dans les Landes à ma connaissance, mais dans les Alpes ou plus du côté du Vercors. Donc oui, on voit bien qu'il y a une réaffirmation du rôle du propriétaire, en tout cas une privatisation, en tout cas moi j'étudie pas mal ça, et il y a un changement très important quand même de la culture forestière en France, où en France on a quand même une culture de la forêt comme un espace public. Et donc cette loi, à mon avis, change beaucoup notre rapport à la forêt en France, parce qu'en effet, quid des ramasseurs de champignons, juste des usagers qui se promènent en forêt. Voilà. Là, ça reste en suspens, mais peut-être pour rappeler aussi une spécificité de la forêt landaise, c'est une des forêts les moins engrillagées de France. C'est d'ailleurs par rapport à la Sologne, où justement il y avait beaucoup de conflits sur l'engrillagement en forêt pour les domaines de chasse privés. Dans les Landes, la question ne se pose quasiment pas, parce qu'en fait, il n'y a pas d'engrillagement. Le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus. Voilà, il y a cette loi qui arrive. Donc, à voir comment les choses évoluent. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même un raidissement quand même, hein, qui est en train d'apparaître, d'opposition, d'antagonisme, je sais pas, propriétaires et usagers qui étaient peut-être moins présents, tu vois, à part on en discutait ce matin, oui, en effet, si un propriétaire tombe sur un usager, et l'usager qui lui dit sortez de mon bois, bon, voilà, bon, à part des anecdotes comme ça, et presque sympathiques, quand ça ne dire pas, voilà. Rajouter, c'est eux qui ont guidé les justices. Hein. Ouais. C'est eux qui ont la connaissance très fine. Moi, ce que je dis souvent, pour rentrer en forêt, il faut faire un entretien avec un chasseur. Moi, quand je connais pas une forêt, je me souviens, c'était à Tours, j'avais contacté l'association en fait, locale de chasse. Et en fait, moi, c'est toujours mon premier entretien pour une forêt, c'est chasseur.
Ouais, le chasseur, il a toujours des problèmes avec les colos, donc forcément il a son contact. Il a le contact de l'adjoint au maire, forcément, parce qu'il lui faut son permis. Il connaît tous les voisins parce voilà, tu vois, il connaît vraiment tout le monde. Et il y a d'autres. C'est ça. Donc vraiment, si tu as le propriétaire, tu connais tout le monde. Et donc oui, le chasseur, bon, moi je connais bien les chasseurs du coup à la thèse de bûche, c'est mon terrain. Alors, oui, bon, moi, socialement, je suis assez éloigné quand même de ce monde de la chasse, hein. Donc, bon, non, avec les clichés qu'on peut avoir sur la chasse, mais en fait, moi, j'adorais faire des entretiens, enfin, les suivre dans leur partie de chasse. En fait, ils sont pas là du tout pour. Enfin, moi, à la thèse, c'était assez marrant, c'est des gens qui n'étaient pas là pour chasser. C'est vrai qu'ils avaient tous les fusils, mais ils ne tiraient pas, ils ne chassaient pas, ils voyaient les animaux passer. En fait, c'était juste pour se retrouver entre amis. Le dimanche. Donc, bon, il y avait quelque chose d'assez intéressant anthropologiquement, sociologiquement à étudier chez les chasseurs de la peste. Il y a un livre qu'on connaît bien avec Olivier, c'est, je pense que tu allais en parler, la chasse au village, de Marie Desmarty, une anthropologue. C'est un petit village du sud des Landes, elle ne dit pas où c'est, mais où elle mène une enquête comme ça, et les chasseurs ont vraiment un rôle important dans son enquête. Ouais. Chez Alain Narcisse. Chez Alain Narcisse, ouais. Il y a aussi Stéphane. Oui, moi j'avais Stepanov en plus récent. Mais il est plus surplombant. Mais là, elle est vraiment sur les rapports. Sur la bourse, vraiment un travail. Là, elle est vraiment il fait un système. sur les rapports de choc qui existent sur l'usage des territoires, la représentation et dans le Médoc. Ah non, en plus. Elle te dit, c'est Marie Desmarty. Desmarty. DES. Et l'autre, c'était Anna, tu m'as dit. Non, t'as pas dit un autre prénom? Non. Non, c'est quelqu'un qui a parlé de Charles Stepanov. Ah, ok. Charles Stepanov, c'est un roman sur la chasse. Oui, Stepanov, c'est vraiment la référence. Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions? Les étudiantes, là. Sur mon ordinateur. Il y a Fanny qui voulait pardon. une question, excuse-moi. À un moment, il me semble avoir entendu parler de la gestion des broussailles dans les Landes, par tout ce qui va être pâturage, moutons, etc. Est-ce que c'est quelque chose de voir sur ton terrain? Pas du tout, c'est anecdotique. Parce que je me demande, parce que tu parles des chasseurs, des usagères, s'il y a d'autres pratiques aussi. Je sais qu'il y a des tentatives de remettre des moutons pour faire repasser les troupeaux, tu vois, et qui pourraient renouer avec l'héritage pastoral des Landes. C'est pas en place. Non, moi je crois que c'est pas en place. En tout cas, c'est plus des projets. Et si c'est et les projets que je vois, c'est plutôt sur des parcelles du conservatoire du littoral ou à la réserve du Cousseau, à la Cano, ils mettent des animaux pour le pâturage. Mais tu vois, c'est dans les réserves naturelles. Je vois pas trop encore les moutons en forêt. Mais alors que c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des animaux en forêt usagères de la peste. C'est intéressant, c'est ça. C'est qu'on conserve le nom de passe, finalement. Ouais. Ça, Oui. Que les cabanes à la forêt usagère sont les anciennes cabanes de gémeurs qui avaient parfois aussi été utilisées comme abri berger. Enfin, voilà, il y a vraiment une continuité, des fonctions différentes, mais c'est toujours le même endroit. Enfin, Si on le regarde sur la longue, vas-y. Si on le regarde sur la longue durée, en fait, c'est l'histoire d'une progressive dépossession de l'usager et du commun, en fait, de la dimension du commun, parce que au départ, quand arrive le gémage, c'est déjà ça. C'est-à-dire que les bergers se trouvent mis à la production et progressivement basculent dans le monde ouvrier, en fait. Donc, il y a pas mal, il y a des travaux là-dessus, sur l'histoire puis après au sillage, au bûcheronnage, etc. Puis regroupement de forêt. Et là, en fait, c'est une espèce d'accélération de la tendance à sortir du commun, quoi. Contrairement à tous les discours d'aujourd'hui, on va retrouver les communs, on va renaturer, etc. C'est tout l'inverse qui se produit là. Merci, tu viens de révéler ma thèse. C'est exactement ma thèse. Sur la forêt usagère. Ça veut dire que c'est très cohérent ce que vous avez dit, puisque j'ai fait le chemin. Voilà. Non, mais tu vois, c'est super intéressant parce que la forêt usagère, justement, c'est un des derniers communs. Et tu as la compensation écologique, la compensation carbone avec Alliance qui arrive pour des contrats de renaturation.
Et en fait, moi, ce que j'étudie dans la forêt usagère, c'est l'espèce j'appelle ça des agencements, des entremêlements entre des vieux droits coutumiers, des trucs très, très capitalistes financiers, en même temps, tu vois, une espèce du public, du privé, du commun, tout ça est un peu entremêlé. Évidemment que la ligne de fond, c'est la dépossession, mais que les choses sont pas aussi nettes. Tu vois, c'est pas l'État contre le marché, c'est pas le commun comme une troisième voie. En fait, que tout est un peu imbriqué, entremêlé, et c'est ça que j'essaie de montrer en fait dans cette forêt usagère, c'est la complexité et sur le temps long aussi de l'histoire, et en quoi l'incendie de 2022 est un accélérateur et un révélateur. Voilà. Le russe de la raison.